Voilà, et c'est l'heure à laquelle Émilie va vous parler de Patrick Chan. Oui, je vais introduire la conférence. Donc bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir, pour certains de loin. Nous sommes réunis ici ce soir pour initier un cycle de conférences qu'on a intitulé « Sagesse ancienne et du futur », qui est porté par deux associations, Alchimie et Millepertuis et la Maison Laurentine, en partenariat avec la médiathèque d'Auberive, la commune d'Auberive et la communauté de communes d'Auberive-Vincennes-Montsoujanais. Et pour débuter ce cycle de conférences, pour cette première, on a l'immense bonheur et aussi honneur d'accueillir Patrick Chan pour nous parler de son éclairage, de sa vision de la médecine traditionnelle chinoise et de la place de l'homme dans le monde, entre ciel et terre, comme on dit dans le Tao. Et Patrick Chan est considéré comme un maître. C'est un praticien, thérapeute, ethnomédecin et aussi un passeur de savoir qui consacre depuis plusieurs années son temps à transmettre une tradition orale pluriséculaire. Et donc c'est par cet engagement-là qu'il a fait le déplacement jusqu'à nous ce soir, c'est-à-dire 750 km depuis sa Bretagne. Donc au nom d'Alchimie et Millepertuis, au nom de tous les amoureux de la médecine chinoise, au nom de tous ceux qui considèrent que le soin va au-delà des molécules chimiques et des masques, et ben, merci d'être parmi nous ce soir. Merci. Bon. Bien, grand merci à tous d'être ici. Immense merci aux organisateurs. Franchement, c'est pour moi que c'est un honneur de venir parce que ça change un petit peu du cri des mouettes et c'est parfait. Désolé pour le bal masqué, mais ça, c'est vraiment pas de notre faute à nous. On va vous expliquer pourquoi, mais on va pas parler de la situation sanitaire actuelle, mais à travers ce qui va être dit, vous allez comprendre peut-être qu'il y a différentes façons d'aborder les problèmes et que, voilà, des fois, ça prête à réflexion plus qu'à simple réflexe. On va attaquer directement, si vous le voulez bien, pour pouvoir laisser du temps à l'échange. Me présenter moi-même ne présente pas beaucoup d'intérêt. Le plus intéressant, c'est de présenter la personne. Je suis sur les épaules de ce monsieur depuis une quarantaine d'années. Ça, c'est le docteur Léon Kokuen. Donc, je représente en fait simplement une tradition familiale, orale, parce que c'est comme ça que s'enseignait la médecine chinoise, et c'est comme ça qu'elle a traversé les siècles. C'est-à-dire qu'on apprenait avec les grands-parents, les parents, on faisait le tour des maîtres de l'époque, un peu comme le compagnonnage, vous voyez. Et ensuite, on pratiquait, on transmettait son savoir, et c'est comme ça qu'il y a un enrichissement du savoir. Ce n'est pas une destruction permanente des savoirs antérieurs, avec reconstruction et oubli de ce qu'il y avait avant, qu'on est obligé de redécouvrir. C'est quelque chose qui s'enrichit avec le temps. Donc, le docteur Léong, c'est 15 générations de médecins, d'ethnomédecins, de médecins de médecine chinoise en Chine. Donc, on est au XVIIe siècle. Et il a cette particularité d'avoir émigré en Amérique du Nord au moment de la révolution culturelle, d'avoir ouvert un cabinet, puis comme il était déjà très célèbre en Chine, il a eu des célébrités qui sont, par exemple, là c'est William Holden qui se fait piquer, vous voyez, en acupuncture, un acteur américain, et il a donc attiré la curiosité du système de santé américain, et il a eu la toute première licence d'acupuncteur aux États-Unis, donc il a ouvert un petit peu la voie de la médecine chinoise en Amérique du Nord. Et puis il est revenu aussi faire de l'enseignement un peu en Europe. Puis moi j'ai fait des navettes avec le Canada, on l'a filmé, enfin voilà. Et donc ce que je vais vous raconter ensuite, c'est, bon, il y a des petits ajouts personnels parce que j'ai eu le temps de réfléchir aussi un petit peu en cours de route, mais voilà, ça vient pas de moi. Donc ce que je vais vous dire, c'est simplement une transmission d'informations qui s'inscrit effectivement dans ce qu'Émilie vous a dit, à savoir les sagesses anciennes, qui sont des éléments de futur. Parce que ce que je vais vous dire, si vous vous intéressez à la physique quantique, vous apercevrez qu'ils sont en train de découvrir petit à petit ce qui a été dit il y a 2-3 000 ans, tout simplement. Donc, il y a une vision scientifique des choses, mais c'est simplement, il y a des médecines et il y a des sciences. Et ça, on en parlera plus demain matin.
Donc, que dire de cette médecine chinoise pour la présenter de façon, pour brosser simplement un tableau? Je sais qu'il y a ici, dans cette salle, un certain nombre de personnes qui étudient ou qui pratiquent des branches de cette médecine. Donc, super, comme ça on pourra échanger facilement. Je veux dire, c'est un monde assez vaste. Simplement, souvent, on en connaît des bribes. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'ensemble du tableau. Parce qu'en Occident, souvent, on zoome sur des choses, on s'intéresse. Ça me fait penser, dans l'art, vous voyez, les tableaux, beaucoup de tableaux au Louvre, vous avez des humains au gros plan avec des pots de fleurs à côté, ou la Joconde avec le paysage derrière, et encore, Léonard, c'est pas le pire de... Mais, et puis, dans la culture orientale, vous avez des estampes avec des humains tout petits, ou des villages au fond. Ça, c'est notre vraie dimension. Donc, c'est cette dimension-là qui nécessite de prendre un recul pour essayer, dans l'histoire, donc dans le temps et dans l'espace, de voir un peu comment se positionner autrement. On a un système médical. La médecine chinoise, c'est pas simplement une technique, c'est pas une méthode, c'est pas des recettes. C'est un système médical avec une vision du vivant, avec une embryologie, avec des notions sur la vie et sur la mort. Parce que la mort, c'est pas le contraire de la vie, c'est juste le contraire de la naissance. Mais un jour, c'est un jour et une nuit. Donc déjà, il y a un regard très particulier sur le vivant. Donc ce n'est pas juste un outil, c'est un système, avec bien entendu un diagnostic, avant de passer au traitement. On reparlera du diagnostic, parce que c'est essentiel. Le savoir en question, il est contemporain de l'époque d'Hippocrate. On est vers 500, en gros, avant Jésus-Christ, époque où a été compilé vers 300, 500 avant Jésus-Christ, l'ouvrage fondamental qui sert toujours aujourd'hui à la base de l'étude de cette médecine, parce qu'il y a des lois qui ne changent pas. Le soleil se lève toujours du même côté, il y a des saisons, bon, il y a des petits changements climatiques, mais quand même, il y a des lois qui sont essentielles et on y appartient. Et par contre, au fil de ces siècles, il y a eu évidemment un enrichissement permanent des savoirs, des gens qui se sont singularisés par leur réflexion en développant des pans complémentaires. Donc il y a des supports livresques très importants, il y a les traditions orales très importantes, et tout ça, ça a donné un savoir qui existe encore aujourd'hui et qui traite couramment le quart de la planète. Sachant que la Chine, déjà, dans sa population, on n'est déjà pas loin de ça. Mais il y a tous les pays asiatiques, et puis maintenant, il y a effectivement l'Australie, l'Amérique du Nord, etc. Enfin, il y a un certain nombre de pays qui utilisent assez couramment la médecine chinoise, ou des variantes de la médecine chinoise, comme les médecines vietnamiennes, japonaises, etc. Donc, lorsqu'on entend parler de médecine parallèle, complémentaire, alternative, etc., c'est sympathique, mais on ne sait pas toujours qui est parallèle à qui, parce que historiquement parlant, il y a du fond. D'accord ? Donc ça, c'est quand même important à rappeler, parce que des fois, on est rangé, vous savez, quand on pratique une médecine un peu différente, dans un espèce de panier comme ça, de fourre-tout, qu'on va appeler complémentaire, alternatif, où on peut trouver des théories très récentes, et qui sont peut-être tout à fait respectables, hein, c'est pas la question. Mais si vous prenez l'homéopathie ou des choses comme ça, ça a une paire de siècles. Et là, on est en train de parler de millénaires. Donc il faut vraiment réaliser d'où on part. Alors, on verra demain ce qui relie cette médecine chinoise à d'autres médecines traditionnelles, d'autres ethnomédecines. Il n'y a pas que la médecine chinoise. Il y a des points communs avec d'autres médecines traditionnelles qui font qu'on parle d'ethnomédecine. Et que la médecine occidentale est un peu différente par rapport à ces ethnomédecines pour un certain nombre de raisons. Mais là, on va zoomer sur la médecine chinoise. On va développer 3 notions importantes. La première, c'est que pour cette médecine, l'être humain est un produit du ciel et de la terre. Pour l'instant, c'est très joli, c'est poétique. Ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Un produit du ciel et de la terre, c'est sympa, mais on va voir ce que ça veut vraiment dire. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement concret. Une autre chose qu'on va voir, qui découle de la première, et qui est très importante, parce que quand on aborde la médecine, selon un angle ou l'autre, ça ne donne pas du tout la même médecine, c'est que pour la médecine chinoise, notre vie ne nous appartient pas. On appartient au vivant, on appartient à la vie, à quelque chose de plus vaste que nous.
Et du coup, ça donne pas, ça rejoint cette notion d'estampe dont je vous parlais, ça donne pas du tout la même approche du fonctionnement de l'être humain. Et puis, quelque chose qui est très important aussi, qu'on trouve dans les textes anciens, c'est simplement une citation, c'est qu'il en est du bois comme des hommes et des femmes. Hein. À l'époque, on ne se battait pas sur le fait qu'un homme sur deux est une femme. Il en est du bois comme des hommes, on en trouve des types nombreux et différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'est pas tous pareils. Hein? On est homogène, on partage les mêmes gènes, mais on n'est pas identiques. Il n'y a pas deux têtes pareilles. Bon, avec les masques, on y arrive un peu, mais quand même. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas fait du même bois. Et ça, c'est forestier. Et c'est humain en même temps. On n'est pas tous faits de la même essence. Il y a des essences humaines différentes. Il y a des choses qui vont rendre des gens malades et qui vont faire du bien à d'autres. Donc, le rêve d'un médicament identique qui soigne tout le monde à l'identique, c'est quelque chose qui n'appartient pas à cette médecine. On doit adapter, à cause de ça, on va devoir adapter les traitements aux gens et non pas les gens aux traitements. Alors ça n'arrange pas le système, l'industrie pharmaceutique, mais c'est comme ça. Et on avait ça aussi chez nous. Le médecin qui faisait son ordonnance et qui faisait ses prescriptions, individu par individu. Et puis le pharmacien qui préparait les mélanges pour les gens. Mais évidemment, voilà, c'était avant McDo. Donc, ces trois choses-là vont être très importantes. Parce que, si on veut soigner les gens, la médecine chinoise, c'est une médecine impériale. Le livre dont je vous parle, 300-500 avant Jésus-Christ, le Huangti Neiqing, Huangti, c'est l'empereur jaune. En fait, cet ouvrage se déroule, c'est très pédagogique déjà pour l'époque, c'est des questions-réponses entre l'empereur et son médecin. L'empereur pose des questions, et le médecin il dit, bah voilà, il explique. Donc, comment dire, le médecin de l'empereur, et vous savez bien, il n'avait pas intérêt à ce que l'empereur tombe malade, hein. Donc, il y a une vocation préventive et une vocation très individuelle, c'est-à-dire, ben voilà, pour lui, il faut faire comme ça. Donc, ça veut dire que si on pratique cette médecine aujourd'hui, on doit traiter chaque patient comme un roi. Hein. Le patient est roi, le client est roi. Ça ne veut pas dire qu'on fait ses cas de volonté, des fois, on doit leur dire des choses aux gens. Mais ça veut dire qu'on est complètement tourné vers eux, ce n'est pas simplement des numéros. Ce n'est pas seulement des cas, ce n'est pas seulement des rapports de laboratoire d'analyse. Non, c'est des humains. Donc ça va conditionner l'approche de la médecine qu'on va avoir. On va commencer par l'être humain qui est un produit du ciel et de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est des êtres vivants et que s'il y a de la vie, si on est là en ce moment, c'est qu'il y a une danse qui est en train de se passer un petit peu au-dessus de nos têtes. C'est-à-dire que pour savoir s'il y aurait de la vie sur d'autres planètes, bah les astrophysiciens cherchent des conformations, des dispositions stellaires et planétaires sensiblement identiques, parce qu'on sait très bien que ce sont les jeux du Soleil, de la Lune et des planètes, notamment les plus proches, qui ont organisé, qui ont permis la naissance de la vie sur la planète. C'est le rayonnement solaire sur le phytoplancton qui a donné la couche atmosphérique, et sans cette couche-là, bah, la vie telle qu'on la connaît ne pourrait pas se dérouler. Donc en fait, il y a une danse là, avec deux partenaires, et les Chinois ne se sont pas... ont donné un nom, pas uniquement au Soleil ou à la Lune, parce que vous voyez, si on raisonne de façon primitive, au sens premier, vous êtes sur une planète, vous êtes le petit prince qui débarque, là, on retire les murs qui n'existaient pas encore. Et vous avez effectivement deux boules qui, vues d'ici, sont du même diamètre. On le voit avec les éclipses. Hein? Donc on ne sait pas à quelle distance elles sont, mais le diamètre est le même pour nous. Et vous pouvez observer assez facilement que dans la journée, quand le soleil passe, ben, y a des choses qui se mettent en route, ça s'éclaire, ça se réchauffe, ça circule, ça fonctionne. Et puis la nuit, il fait plus frais, c'est plus calme. Enfin, ouais, je ne vous fais pas un dessin sur le jour et la nuit, mais les Chinois ont donné un nom emblématique à l'influence solaire, l'influence dionysiaque, on aurait dit chez nous, hein, et puis l'influence apollinienne, et dionysiaque, et l'influence lunaire. Ils ont donné un nom à ces influences, dont vous avez certainement entendu parler, même si vous ne parlez pas chinois. Ils ont appelé Yang l'influence de nature solaire sur les phénomènes. Et ils ont appelé Yin
l'influence de type lunaire. Je simplifie un peu, mais c'est de là que ça vient au départ. C'est-à-dire ce qui est plus de nature, voilà, refroidissement, ombre, matière, etc., par rapport à ce qui est lumineux, chaleur, etc. Donc on est dans un système duel, binaire, depuis longtemps, mais on n'a pas que ces deux sources qui ont permis la vie, parce que la vie, elle prend des couleurs, elle prend des formes différentes. Il n'y a pas que le jour et la nuit. On n'est pas en noir et blanc, on est en couleur. Parce qu'il y a d'autres planètes qui ont donné une coloration à la forme, aux formes que prend la vie sur Terre. Et pour les Chinois, on est en train de parler d'une époque, vous voyez, en 1000 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà des éphémérides, des horloges astronomiques en Chine. Il y avait une avance. Si ça vous intéresse, il y a un petit livre d'un sinologue qui s'appelle Joseph Needham, qui s'appelle « La science chinoise et l'Occident ». Et si vous comparez, disons, les découvertes de la science, historiquement, entre la Chine et l'Occident, vous verrez qu'on est loin d'avoir tout inventé. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait 5 planètes, mais là on parle à l'œil nu. Il y a 5 planètes visibles qui tournent également autour du Soleil. Et ils se sont dit, ben voilà, celles-là, elles sont différentes des étoiles, on ne va pas faire un cours d'astronomie ici, mais et si on les voit significativement, elles ont une influence en retour. Après, il y en a d'autres, mais on ne les voit pas. Donc l'astrologie occidentale, par exemple, nécessite des télescopes. L'astrologie chinoise est basée sur 5 planètes parce que c'est celles qui sont en interaction avec la capacité sensorielle humaine. Donc c'est 2 constructions qui sont justes, mais qui dépendent de structures différentes, donc d'élaborations différentes. Et c'est important, parce qu'il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Parce que vous avez un masque en ce moment pour vous protéger de quelque chose qu'on ne voit pas. Mais il y aura une différence entre les symptômes et les analyses. Donc, cette danse de 5 planètes et de la Lune, de ce satellite et de l'étoile autour de laquelle tout le monde tourne, et qui elle-même se balade sur les bords de notre galaxie, tout ça, ça fait un jeu de force, un jeu d'influence. Et ça, on est en plein dans la physique. C'est-à-dire, on sait très bien que, voilà, il y a comment dire, la gravitation, il y a la lumière, enfin, on est en plein dans des lois auxquelles les scientifiques d'aujourd'hui s'intéressent. Et effectivement, la vie est née grâce à l'interaction de ce jeu de force. C'est-à-dire que cette mince couche à la surface de la Terre a permis le développement de la vie, mais parce qu'il y avait toutes ces influences réunies ensemble qui donnent une forme au vivant. C'est pour ça que c'est pas évident, vu ce qu'il y a dans l'espace, il y a statistiquement bien des chances que d'autres formes de vie existent, mais pour reproduire à l'identique ce jeu d'influence, voilà, c'est pas. Et puis, nous, on n'est pas là depuis longtemps, par rapport. Et je ne suis pas sûr qu'on soit encore là pour longtemps non plus, vu comment on gère la petite chose bleue qui est là, mais bon, c'est une autre histoire. Donc, ce jeu de force, c'est lui qui vous donne la vie. Rappelez-vous, on appartient à la vie. Donc en ce moment, vous êtes ici, vous êtes vivant, à peu près réveillé. Qu'est-ce qui vous maintient en vie? Si vous faites... Il y a des secouristes dans la salle? Ouais. Qu'est-ce qui permet de vérifier qu'on est vivant? Là, quelqu'un est par terre. Le souffle? Est-ce que la personne respire? D'accord? Il y a quoi? Le pouls? Est-ce qu'il y a un battement? D'accord? Et est-ce qu'il y a encore autre chose? Ouh, monsieur, vous m'entendez? Et la conscience. Est-ce que la personne répond? D'accord? Ces choses-là, est-ce qu'elles nous appartiennent? Le pouls, il vient d'où? Le souffle, c'est plus facile, il vient d'où? On l'emprunte au ciel. Rappelez-vous, le produit du ciel et de la terre, on y arrive. On l'emprunte au ciel. On filtre, on rend quelque chose, mais la respiration, on est suspendu au ciel, on est accroché au ciel. On a besoin du ciel pour vivre. Même si de temps en temps, il balade des trucs, mais on a besoin de l'air pour vivre. Le pouls,
les battements là, c'est du sang qui est en train de taper, de passer avec une pompe. Le sang, il vient d'où? Il vient du ciel? Ceci est mon sang, disait quelqu'un. Il vient de la terre. Il vient de ce que la terre produit. Il vient de la nourriture, quelque chose de matériel. Donc si on a du sang qui bat dans notre corps, c'est qu'on a fait un travail de prédation de quelque chose de vivant pour entretenir notre propre vie. Après, il y a une façon d'être prédateur en conscience et de savoir si ce qu'on fait de notre vie vaut mieux que la vie qu'on prend. Et puis la conscience, bah ça c'est le jour et la nuit. Le jour on est en veille, plus ou moins, hein. Après il y a des variantes, il y a des oiseaux de nuit aussi, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et puis voilà, on doit en tout cas avoir une alternance de veille et de sommeil, d'activité et de repos. Si vous empêchez quelqu'un de dormir, c'est comme si vous l'empêchez de respirer, ou si vous arrêtez le pouls, il meurt. Il met un peu plus longtemps, et voilà, c'est pas possible. Il y a besoin de cette phase, de cette diastole-systole du cerveau pour entretenir notre vie. Donc les trois rythmes qui nous maintiennent en vie, l'inspiration, l'expiration, la diastole, la systole, la veille, le sommeil, sont des rythmes du ciel et de la terre, qui battent en nous. Et si vous allez dans certaines tribus, voilà, vous allez avoir des gens qui tapent sur un tambour et qui chantent. Le tambour, c'est les battements du cœur de la grand-mère. Ils célèbrent l'appartenance à la terre. Et les chants, c'est le souffle qui monte au ciel. Alors, il peut y avoir des prières dedans, mais ça relie. Vous savez le mot religion, hein, ça relie. Donc, il y a une conscience, dans un certain nombre de peuples, de cette appartenance au ciel et à la terre. Mais voyez bien, ce n'est pas seulement de la poésie, c'est qu'effectivement, on est fait de ça. Adam, ça vient de Adama, la terre, la glaise, on est fait de terre, et on retourne évidemment à la terre, c'est du compost. Après, c'est de la vie organisée, il y a un conducteur dans le véhicule, après, voilà. Mais tout ça, c'est un modèle réduit de quelque chose de plus large. En tout cas, c'est le point de vue chinois. Ce qui fait que la nature humaine n'est pas différente de la nature tout court. Là, par exemple, c'est un tableau qu'a fait... enfin, j'avais fait un petit croquis, mais moi, je ne dessine pas très bien, donc c'est un ami Lakota, un Sioux, qui a fait ça. Vous avez les organes du corps. Vous avez le foie, ici. Vous avez le cœur. Vous avez le système digestif, estomac, rate, pancréas. Vous avez le système, les poumons. Et puis, vous avez les reins qui filtre l'eau. Et ça sera un peu long à développer maintenant, mais c'est pour dire qu'on a un écosystème à l'intérieur. Et c'est très important parce que c'est comme ça qu'on regarde un être humain en médecine chinoise. On dit, le médecin regarde son patient comme un peintre regarde sa toile. C'est pour ça que des fois on parle d'art médical. On dit si la personne est malade, c'est comme un tableau, il y a quelque chose qui manque, qui est raté. Et s'il est en bonne santé, c'est que la peinture est belle. Alors tous les paysages ne sont pas identiques, encore une fois. Mais il doit y avoir une certaine composition, un ensemble qui doit coller. Et l'être humain, lui aussi, il a ces trois niveaux, la terre, le ciel et les étoiles en lui. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à l'être humain en médecine chinoise, on s'intéresse à tous ces étages en même temps, à tous ces niveaux en même temps. C'est-à-dire qu'un être humain, c'est de la matière, c'est un corps. Mais ça, c'est juste le cadavre. Le cadavre, vous savez, c'est le nom qu'on donne à une bouteille quand elle est vide. Donc, on a un corps de matière, c'est ce qu'on dissèque en fac de médecine. Mais il manque 2 étages. Donc ça ne suffit pas pour comprendre le vivant, de disséquer des morts. C'est important, la matière. De savoir bricoler un moteur, c'est important. Mais il y a des moments où il faut savoir le faire tourner, puis il faut savoir comment la personne conduit. Sinon, il manque des éléments. Donc ça, c'est ce qui appartient, c'est ce qui vient de la terre, c'est ce qui appartient à la terre. C'est quand vous vous nourrissez, ça devient vous, effectivement. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des fonctions. Des fonctions de... Alors voilà, on a un certain nombre de fonctions physiologiques.
de transformation, voilà, un péristaltisme, une thermorégulation. Enfin, on a des fonctions qui nous permettent de nous défendre, de nous nourrir, de nous reproduire, de nous adapter. Et puis, une fois que d'ailleurs on a fait tout ce travail-là, nous-mêmes sommes un organe dans un corps social qui exerçant une certaine fonction dans le corps social. Donc, on a une activité fonctionnelle, et ça, c'est associé au deuxième niveau qu'on appelle Qi. Qi, ça veut dire l'essence, comme l'essence d'un arbre, l'essence humaine. Qi, on traduit souvent par énergie, mais il y a une quinzaine de mots en fait en français selon les textes pour traduire ce mot-là. C'est quelque chose qui ne se voit pas, mais vous savez, la définition d'énergie, c'est une force qui permet voilà, une mise en mouvement. Hein. En chinois, l'idéogramme, c'est de la vapeur qui se dégage du riz en train de cuire. Ils se sont rendus compte qu'en faisant cuire le riz, ça soulevait le couvercle. Donc il y a une force invisible qui soulève le couvercle. D'ailleurs, la vapeur, c'est une forme d'énergie qui déplace des trains, des locomotives. Après, il y a toutes les formes d'énergie qu'on connaît. Tout ça, c'est Qi en chinois. C'est ce qui permet le thermique, le dynamique, le cinétique, enfin voilà. C'est tout ce qui fait fonctionner. C'est la vie, c'est le vivant. Donc ça, c'est associé, c'est comme l'air. Vous voyez, c'est du vent. Ça fait bouger les branches des arbres, mais on ne le voit pas. On voit juste les branches qui bougent. Et puis, Shen, ça, c'est le côté lumineux. C'est le rayonnement. L'idéogramme représente la lumière qui traverse un être humain. On a de la lumière à l'intérieur. Vous savez, on dit rayonnant de santé. Hein, en fait, c'est des niveaux vibratoires différents, et une personne en bonne santé, on dit en chinois, elle a du Shen, comme si on dirait elle est allumée, elle a de la lumière. Hein, c'est assez difficile à traduire, mais alors ça a un double sens. Il y a le Shen du corps, qui se traduit par exemple au niveau du teint du visage, notamment, qu'on peut apprécier très vite. C'est ce qu'on appelle la mine chez nous. Vous savez, avoir bonne mine ou mauvaise mine, parce qu'on reflète la lumière ou alors c'est éteint. Et d'ailleurs, quand on mange des aliments, on dit en médecine chinoise, il faut prendre des aliments qui ont du Shen. C'est-à-dire prendre des choses fraîches, qui ont de la vie. Quand c'est tout éteint, on a l'impression qu'il y a quand même une charge en moins. Voyez. Et puis il y a le Shen qui désigne l'esprit, parce que c'est aussi une notion de lumière. Vous savez, on parle d'illumination, mais quand on comprend quelque chose, on dit c'est clair, c'est lumineux. Hein, et ça, c'est au niveau des yeux qu'on apprécie ça. Il y a des gens, par exemple, physiquement, ils sont fatigués, ils sont âgés. Vous avez peut-être déjà vu des gens comme ça, ou des photos comme ça, de personnes usées, ridées, fatiguées, mais les yeux, c'est des vrais phares. Ils ont un esprit qui est très puissant, très vivant à l'intérieur d'un corps. Voilà, c'est un jeune dans une vieille voiture, quoi. Hein, il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils sont très costauds, mais les yeux, c'est un peu Merlan-Free. Voilà, on peut avoir, il faut avoir un équilibre dans les deux forces qui nous traversent. Mais par exemple, dans les iconographies religieuses, vous avez ces espèces d'aura, comme ça, d'auréoles qui entourent. Et ça, c'est les Chinois, ils appellent ça le Shen, c'est la lumière qui est à l'intérieur. Et vous pouvez aussi lire le traité des couleurs de Goethe, qui se pose la question de savoir pourquoi, quand on ferme les yeux, on voit quand même des scènes, et que si on appuie sur l'œil, il y a des couleurs qui jaillissent. Et voilà, c'est intéressant. Alors, on a 3 niveaux. Donc, en médecine, on ne peut pas s'intéresser uniquement à l'aspect matériel de la chose. Par exemple, quand vous faites des analyses dans un laboratoire, on analyse du mort. D'accord ? Fatalement. C'est plus du sang circulant. Si c'est une analyse de sang, par exemple, ou si c'est un prélèvement, c'est quelque chose de mort. On analyse un bout de beefsteak ou un bout d'organe. Mais là, on est dans une triperie, en fait. D'accord ? Le Qi, on peut l'analyser seulement en consultation avec quelqu'un qui fonctionne. Et il y a des moyens diagnostiques pour ça. Le Shen, il faut échanger avec. Il faut voir les réactions, etc. Il y a des sous-titres, des fois, quand les gens parlent. Ou les tenues qu'ils ont, par exemple. Je ne vais pas... Mais je ne parle pas des vêtements. Je parle de comment vous vous tenez pendant que je vous parle. Il y a des patients comme ça, vous êtes en train de dire un truc, et puis ils se mettent comme ça, ils se reculent. Bon, tu te dis, ok, on va changer de sujet, ou on va le dire autrement. Enfin, voilà, tout ça, ça marche ensemble. C'est important. Mais c'est tellement important que ces 3 niveaux,
on ne peut pas les séparer, c'est-à-dire chaque niveau peut rendre un autre niveau malade. Alors si par exemple, vous avez une maladie, en chinois ça va s'appeler Quan Ning Ping, c'est-à-dire une maladie qui part du matériel, de l'organique. Elle peut blesser le fonctionnel, c'est-à-dire, c'est évident, hein, j'ai un problème physique, vraiment matériel, ça me donne un problème fonctionnel, hein, et puis ça peut ensuite entraîner un problème psychique. C'est-à-dire, on commence avec un handicap physique et on finit avec une dépression, par exemple. Hein. Ou alors, vous prenez de l'alcool, c'est de la matière que vous rajoutez dans votre corps, qui met l'énergie du foie en mouvement, puis qui fait que vous allez gueuler chez le voisin, ou casser un carreau, ou chanter, grimper aux arbres, j'en sais rien, parce que ça aura activé des fonctions psychiques à partir de quelque chose de matériel. D'accord ? Donc, on peut très bien avoir quelque chose qui commence à un niveau et qui se prolonge à un autre niveau. A l'inverse, on appelle Xinliping, donc des maladies qui viennent de la raison du cœur, on dit en chinois, c'est-à-dire un problème par exemple psycho-affectif quelconque, qui va vous couper l'appétit, ou vous voyez, vous générer en fait quelque chose de fonctionnel, parce que une émotion c'est de l'énergie. Hein, vous voyez, par exemple, si vous vous mettez en colère, vous voyez le teint s'empourpre, les veines gonflent, hein, parce que la colère monte. Si vous avez peur, il y a des gens qui vont avoir une incontinence sous l'effet d'une vraie peur, hein, parce que c'est un effet de descente, etc. Donc une émotion, quand elle est puissante, on voit qu'elle a un effet sur la physiologie. Hein. Donc, il y a des gens, s'ils expriment l'émotion, c'est une chose, mais s'ils la gardent à l'intérieur, cette charge d'énergie peut provoquer des dégâts à l'intérieur. Alors après, on va dire, tiens, il y a une maladie auto-immune, la personne s'attaque en dedans, parce qu'en fait, il y a une guerre civile à l'intérieur qui se produit. Et puis, après, on va se retrouver avec une patate quelque part, vous voyez ? Ça peut être le même choc psychologique qui, selon qu'il y a une soupape qui lâche ou pas, fait qu'une personne se retrouve à l'hôpital psychiatrique ou en cancéro. Parce que c'est ces cellules qui deviennent folles, alors qu'elle est restée raisonnable. Il n'y a pas que cette cause-là au cancer, je donne un petit exemple au passage. C'est juste pour dire qu'on ne peut pas séparer les niveaux, si on veut comprendre comment fonctionne un être humain avec les tenants, les aboutissants. C'est-à-dire les causes et les manifestations de la maladie. Donc on est condamné à étudier la personne humaine. Dans cet ouvrage de 300 avant Jésus-Christ, il est dit, quand le médecin fait l'examen de Qing, Qi et Shen, c'est-à-dire du patient sous ses différents aspects, si on peut dire, il doit s'inquiéter d'un certain nombre de choses, savoir, vous savez, comme le médecin de nos grands-parents, ça va le moral, enfin, on vérifie un peu tout, c'est pas juste l'analyse de sang. Parce que tout ça, ça peut avoir un rôle dans la pathologie. Si on ne fait pas ça, voilà ce que ça peut donner. Le fait de ne pas s'intéresser à ces différents niveaux. Vous voyez, ça c'est des photos que j'ai prises en me baladant. Ça c'est à Valence, ça c'est en Suisse, ça je ne sais plus trop où c'était. C'était à propos du cancer par exemple. Vous voyez, là c'était dans des abribus. Cancer du sein, ce n'est pas parce que vous ne sentez rien que vous n'avez rien. Ça veut dire quoi? À la limite, si on simplifie, ça veut dire je sens rien donc j'ai peut-être un cancer. C'est pour ça que ça fait penser au docteur Knock. Tout bien portant est un malade qui s'ignore. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est totalement anxiogène. On peut dire la même chose, Covid-19. Ce n'est pas parce que vous ne sentez rien que vous n'avez rien, c'est pareil. D'accord? Sauf que, émotionnellement, ça génère de l'inquiétude. Et que l'inquiétude, je viens de vous dire que les émotions ont un effet sur la physiologie. L'inquiétude a un effet de concentration de l'énergie et ça va vers l'intérieur et ça noue la circulation de l'énergie. Donc c'est quelque chose qui favorise les stagnations, notamment le tumoral. Donc pour fabriquer des cancers, ça c'est une bonne campagne. D'accord ? Là c'est encore autre chose, vous voyez, je vis mais le cancer aussi. Donc la demoiselle, là, avec un sourire rayonnant, comme vous pouvez voir, elle comment dire, visiblement, donc elle sait déjà qu'elle a une maladie, donc c'est pas le même cas,
Mais voilà, c'est no hope, pas d'espoir. Je vis, mais le cancer aussi, c'est-à-dire, voilà, je ne vais pas m'en sortir, quoi. Alors, bien sûr, c'est des campagnes qui incitent à la recherche de fonds. Donc ça marche, parce que voilà, la peur, la tristesse, l'inquiétude, ça déclenche le réflexe de dire, bah, donnez pour la campagne. Mais c'est quelque chose qui est, j'allais dire, la tristesse, c'est une émotion qui est, par exemple pour le cancer du poumon, c'est génial. Donc on ne se rend pas compte, vous voyez, enfin ça, si on regarde ça avec l'œil de quelqu'un qui s'intéresse à tous les étages en même temps, on se dit, mais ils veulent rendre les gens malades ou quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ça montre que dans les études de médecine occidentale, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, mais combien il y a d'heures de psychologie humaine dans des études de médecine occidentale? En général, je pense, généralement, ce qu'on me dit, c'est que s'il y a un jour ou deux, c'est le bout du monde. Mais ça se sent, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout psychologiser. Ça veut dire simplement, il y a 3 étages et il faut respecter les 3 ensemble. Hein? Là, c'est pareil, ne vous inquiétez pas, c'est un cancer. Bon, c'est rigolo. C'est pour dire, demain, on va soigner le cancer comme un rhume. Sauf que là encore, c'est une certaine ignorance. Il y a des hypnothérapeutes dans la salle? Non? Bon. Là, le subconscient, il voit juste inquiéter cancer. Ne pensez pas à un chien, qu'est-ce que vous faites? Ah, voilà. Donc, en fait, le problème, c'est que le subconscient ne retient pas la négation. Donc, des campagnes de pub comme ça, où les gens, ils voient ça juste en passant, inquiéter cancer, c'est tout. Donc, en fait, c'est juste pour dire qu'il y a de l'ignorance derrière tout ça. Je ne pense pas que ce soit de la malveillance, il ne faut pas exagérer, mais il y a, voilà, il y a du... Voilà, je pense, à minima, on va dire, il y a de l'ignorance du fonctionnement humain au niveau de ces différents étages. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui serait à creuser si on pouvait travailler ensemble avec différentes approches médicales sur des maladies, parce que c'est vraiment un manque, mais criant. Hein? On disait qu'il en est du bois comme des hommes. Hein? Ils ne sont pas tous pareils. Bon, j'ai pris 2 Chinois que tout le monde connaît. Hein? C'est-à-dire que, vous voyez bien, chez nous, il y a des normes. Quelle que soit votre voiture, il faut rouler à la même vitesse. Quelle que soit votre typologie, il faut avoir la même pression artérielle. Prenez un hippopotame et prenez une girafe. Vous voyez? On va dire l'hippopotame, il est écrasé entre le ciel. Ben, on va prendre ces deux-là, mais non, c'est pas une girafe Astérix. Mais vous prenez quelqu'un qui est comme écrasé, vous savez, comme les miroirs déformants, qui est vraiment un petit gros, on va dire, vous voyez? Ben, lui, c'est un type hyper tendu. C'est-à-dire, il a forcément une pression entre ciel et terre qui est assez forte. Donc, il a une tuyauterie qui est faite pour encaisser une certaine pression. Si vous prenez un grand maigre, plus comme moi quelque part, qui a la même tension que le petit gros, c'est plus grave. Parce que je n'ai pas les mêmes tuyaux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui regarde les gens? Le médecin, il regarde juste le tensiomètre, il dit « Ouh là là, vous n'êtes pas dans la moyenne. Hein » D'accord? Alors que d'autres médecins, parfois, quand ils ont un peu de la bouteille, ils disent « Ouais, 15 pour vous, bon, ça va. » Les autres « Oh, 13, 5, oh, c'est quand même, il faut faire... » Oui. Donc, le problème, c'est qu'on est dans quelque chose de très normatif. Non. C'est de mémoire, donc pardon, on oubliait un bout, mais il en est du bois comme des hommes. Cette citation dit il y a des arbres, par exemple, qui fleurissent tôt, et puis ils vont faner en hiver. Il y en a qui contiennent toute leur humidité dans les branches, les racines, ils vont dessécher par les périodes de sécheresse. Les autres, ils ont de l'humidité, ils vont pourrir par temps humide, etc. Donc ils suivent tous les lois des saisons, mais comme nous, chacun à sa façon. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont malades et d'autres qui tirent profit de la situation. Donc à situation égale, il y a des gens, par exemple, il va y avoir un virus, il y a des gens, ça va les vacciner, ça va les mithridatiser. Vous connaissez le roi Mithridate, hein, c'est celui qui prenait un peu de poison pour éviter que quelqu'un l'empoisonne, parce que du coup il était prêt. Donc c'est une façon... Un petit gamin qui joue avec un doudou plein de microbes, c'est un vaccin. Hein. Nous, il ne faut pas qu'ils aient main sale, il ne faut pas qu'ils sortent dehors, puis après on les vaccine. Hein. Donc voilà, on les coupe du monde d'un côté, puis après on artificialise leur système de défense. Comment trouver ce bon dosage? Mais comment le faire adapté à chacun? Hein. Donc on dit qui a quoi? Ça c'est très important pour faire un diagnostic. C'est pas juste quoi, c'est pas seulement la maladie ou le résultat des examens. C'est qui est derrière ces examens, qui a quoi, c'est qui cette personne?
À l'hôpital américain de Reims, il y a une grande pancarte une épitaphe en marbre, une citation de Pasteur, qui dit « Je ne te demande pas ton pays ni ta religion, tu souffres, cela me suffit, non c'est un autre pays, me suffit, je suis ton médecin, tu es mon patient, tu m'appartiens, je te guérirai. » Yaha. C'est très paternaliste, ça se veut rassurant, hein, t'occupe pas, je m'occupe de toi. Mais je veux dire, tu m'appartiens, je te guérirai, je veux pas savoir d'où tu viens. Enfin, bah nous, c'est le contraire. Dans une autre médecine, ça va être... moi, ça m'intéresse de savoir qui tu es, d'où tu viens, comment tu fonctionnes. Tu m'appartiens pas, mais je vais essayer de t'aider quand même. Donc, on a quelque chose d'extrêmement... voilà, il peut y avoir dans une approche médicale quelque chose de très invasif, de très dominant, ou quelque chose de plus respectueux. Et c'est vraiment une question importante à se poser quand on veut... voilà, les gens souhaitent être pris en compte, pris en considération. Et voyez bien comment ça se passe, on va à reculons à l'hôpital en général parce qu'on a l'impression de rentrer dans... C'est les temps modernes, quoi, de rentrer dans un truc et on ne sait pas comment on va ressortir. Mais ce n'est pas de la faute à ceux qui travaillent là. C'est juste, c'est le système qui est né d'une certaine approche qui ne regarde plus à l'individu suffisamment. Ce qui caractérise une médecine, c'est qu'elle pose un diagnostic. Hein ? C'est la pierre angulaire de toute médecine. Cette médecine qui a plusieurs milliers d'années, ben évidemment, ça veut dire qu'elle ne dépend pas d'appareils pour faire son diagnostic. Parce que en 500 ou même à l'époque, à l'époque de Jésus-Christ et encore 1000 ans après, il n'y avait toujours pas de tensiomètre, de scanner, mais voilà, Doppler, scanner, enfin, on peut avoir des palpeurs, on a des organes sensoriels, c'est-à-dire qu'on considère dans ces médecines-là que l'appareil, enfin l'être humain est l'appareil le mieux adapté au diagnostic de la pathologie humaine. Sauf qu'il faut apprendre à l'utiliser, il faut apprendre à lire. Hein ? Donc, on considère aussi que s'il y a quelque chose, si ça se passe au-dedans, s'il y a un problème, disons, à l'intérieur, il y a une manifestation au dehors. Ça, c'est super important. Hein ? C'est-à-dire, si sur le pommier, il y a une pomme ou des pommes qui sont malades, ben, je vais utiliser ma compréhension de ce que je vois à l'extérieur, en superficie, les feuilles, l'écorce, les fruits, etc., pour pas avoir... en tout cas, si je vois une pomme, je n'ai pas besoin de faire une biopsie pour savoir que c'est un pommier. Il suffit de regarder. Donc, utiliser au maximum ce que l'on voit apparaître en surface pour essayer de comprendre ce qui se passe en dedans. Donc, apprendre à lire. Et on apprend à lire grâce à 4 temps de l'examen, qui sont l'observation. Par exemple, là, si je regarde, bon, il y a les masques et tout, mais les teints, on est tous des blancs, c'est pas vrai, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des dominantes. Hein, il y a des dominantes de couleurs, il y a des teints plus jaunes, plus rouges, plus blancs, un peu de vert, enfin, il y a des différences, quoi. C'est-à-dire que si je veux vous peindre, dans la palette, je ne vais pas mettre les mêmes doses. Ça ne veut pas dire que vous êtes vert gazon. Hein, mais ça veut dire que si je veux reproduire votre ton chair, ben, ça ne sera pas exactement la même couleur que la personne d'à côté. Donc, il faut... Alors, quelle est la signification de ça? Peut-être, il n'y en a pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit relever un certain nombre d'indices comme ça, c'est-à-dire qu'il faut être éveillé par rapport à la personne qu'on a en face, et voir si par rapport à son motif de consultation, ça a un sens ou pas. Est-ce que c'est signifiant? Un signe n'est pas forcément un symptôme. En tout cas, il faut observer. Hein, il y a bien sûr l'observation de la langue qui est importante. De nos jours, on ne fait plus tellement tirer la langue en médecine, à part pour voir s'il y aurait quelques champignons qui traînent, mais c'est pas, c'est plus utilisé aussi, de façon aussi importante que ça pouvait l'être dans le temps. Bien sûr, on pose des questions, parce qu'il y a des choses, ben, on ne peut pas le deviner si les gens ne nous le disent pas. Donc, une fois, j'ai un patient comme ça, je lui demande pourquoi il vient, s'il a des problèmes, il me dit « c'est à vous de trouver ». J'ai pris un bout de papier, j'ai mis un numéro de téléphone, j'ai dit « bah tiens, voilà, je vous conseille d'avoir cette personne ». Il dit « c'est qui ?» Bah, j'ai dit « c'est un vétérinaire ».
Voilà, s'il veut jouer à une autre espèce qui n'est pas douée de la parole, il faut qu'il fasse appel à quelqu'un qui lit encore autrement. Mais voilà, faut... Donc, non, l'interrogatoire est important, à moins de vivre complètement avec la personne, vous savoir, voilà, un certain nombre de choses, s'il y a des douleurs, enfin, il y a une dizaine de questions essentielles qui sont pas à poser systématiquement, mais voilà, qui font l'appétit, la fatigue, les selles, les règles, les machins, les trucs, tout ça, c'est des choses qui peuvent être importantes, mais c'est aux gens, sachant que l'interrogatoire est un temps, comme dans toute enquête policière, un temps sur lequel on ne se fie pas complètement, parce que les gens peuvent omettre, déformer, oublier, enfin, etc. Donc c'est pas un temps hyper fiable, on se fie plus à ce qu'on observe. Puis je vous disais, il y a des sous-titres des fois. Vous savez, c'est comme au commissariat, il y a ce que dit la personne, puis il y a les mouvements qu'elle fait en parlant. Mais c'est important, ça veut dire des fois, il y a des gens, ils ont des problèmes, puis c'est difficile à lâcher aussi. Bon. L'auscultation, c'est-à-dire qu'il y a des fois des sons, des odeurs, voyez, et il faut aussi une oreille. Parce que on a, je vous ai dit, on a des organes dans le corps, on a des émotions, vous voyez, il y a des gens, par exemple, à travers la voix, il y a des émotions qui transpirent. Il y a des gens qui rient facilement, il y a des gens, ils vous parlent, vous avez l'impression qu'ils vous engueulent. Il y a des gens, ils ont une voix larmoyante, vous avez envie de leur donner un mouchoir. Vous voyez, en fait, ça, du point de vue chinois, c'est des organes qui, en dominante, expriment quelque chose. Là encore, c'est pas forcément pathologique, mais ça peut être, c'est une boussole, ça peut donner des indications de points forts ou de points faibles. La palpation, voilà, c'est très important, ça donne des renseignements aussi. Alors il y a la palpation voilà, de l'abdomen, des tensions, de tout ce qu'on veut, des masses. Et puis il y a la fameuse palpation des pouls, qui sont effectivement un vrai sonar et qui donnent vraiment des indications précieuses sur le fonctionnement, mais qui servent surtout à confirmer l'idée générale qu'on se fait du tableau clinique. C'est-à-dire que c'est un petit peu une image d'Épinal de se dire je prends le pouls et je sais ce qu'a la personne. Il y a peut-être des gens qui font ça, mais je dirais qu'ils utilisent le pouls comme une boule de cristal, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être un autre don, mais si on l'utilise de façon rationnelle, je dirais on prend le pouls comme un aveugle qui lit du braille. Il faut en tirer quand même des informations que d'autres peuvent lire de la même façon. Donc il faut développer, voilà, c'est comme faire du violon, il faut poser les doigts au bon endroit, à l'identique, sinon on n'aura pas les mêmes résultats. Mais sinon c'est très important, les pouls, pour se faire une idée du fonctionnement, enfin de ce qui est important dans le fonctionnement de la personne. Et une chose importante à propos du diagnostic, qui rejoint l'idée que ce qui se passe au-dedans se manifeste au dehors, c'est que tant que le corps ne manifeste pas de signes, en supposant qu'on sache les lire, c'est qu'il a en lui-même les ressources pour contrôler sa situation interne. Ça, c'est important parce que, une fois, il y a un médecin qui me dit « Mais alors, comment vous faites pour savoir s'il y a une tumeur cancéreuse quelque part ?» On ne peut pas. Mais si le patient a un fonctionnement totalement normal, c'est-à-dire que si on l'aide à fonctionner mieux, le mieux possible, ben, il a en lui-même les ressources pour faire le travail lui-même. C'est pas toujours « je vais faire le travail à ta place ». Donc c'est aider les gens à garder le contrôle de la situation, justement. C'est leur rendre la responsabilité, la propriété de leur santé. Parce que chez nous, justement, c'est pas parce que vous ne sentez rien que vous n'avez rien. Donc on va aller chercher chez vous la petite bête, et plus on a des instruments performants, plus on va trouver. Quand on cherche, on trouve. Même si vous ne sentez rien, on va vous dire « t'es malade ». Donc il y a des gens, les examens disent qu'ils ont un problème, on leur demande « vous avez quel symptôme ?» Ben non, j'ai rien. Et puis d'autres, par contre, ils se plaignent de quelque chose, les examens disent « non, il n'y a rien ». Ben oui, mais moi j'ai mal. Donc on soigne les gens ou les examens? Là, je caricature. Traditionnellement, un examen dit complémentaire, c'est fait pour valider l'idée qu'on se fait d'un problème. C'est-à-dire, dans le temps, le médecin, son raisonnement de base ne suffisait pas, il disait on va quand même vérifier un truc, et puis il faisait un examen en plus. Mais maintenant, c'est examen pour tout le monde, même ceux qui n'ont rien, et puis bah, voilà, il y a de plus en plus de cas, tu m'étonnes. Mais il y a de moins en moins de malades, tu m'étonnes. D'accord ? Donc, ça c'est très important, parce que si vous avez quelqu'un qui est censé avoir un problème et qui est asymptomatique, bah, faisons en sorte qu'il le reste. Ça veut dire qu'il a les moyens de contrôler la situation. Donc, est-ce qu'on va
lâcher les bombes chez lui pour tuer le truc, pour débusquer le truc qui ne va pas, ou est-ce qu'on va essayer de le noyer dans un fonctionnement globalement correct? Imaginez que s'il s'agisse d'un pays, vous voyez, si vous zoomez, c'est ce qui se passe hein, avec la télévision, on va zoomer sur tout ce qui ne va pas, et on a l'impression que le pays est vraiment en très mauvaise situation. Maintenant, si on dézoome un peu, on peut peut-être s'apercevoir qu'il y a moyen quand même, globalement, que ça fonctionne, même si de temps en temps, il y a des trucs qui ne vont pas. Il faut bien sûr qu'il y ait des personnes qui soient là, je sais pas moi, l'armée, la gendarmerie, des gens qui soient là pour faire le ménage quand il y a des trucs, mais globalement, c'est pas la peine de déclencher une guerre à chaque fois. Donc, cette habitude qu'on a pris de zoomer sur tout ce qui ne va pas, comme s'il fallait que les choses soient toujours parfaites, est un peu pathogène en soi. Et si je prends en photo votre visage, même si vous avez l'air en bonne santé, puis que je grossis la photo, en numérique par exemple, ou même si c'était... Mais vous allez avoir des pixels anormaux, si je puis dire, c'est-à-dire des couleurs bizarres, hein, des bleus, des verts, qui ne correspondent pas à votre joli teint de pêche, quand je regarde globalement. Et si on corrige en fait, dans le petit, enfin dans l'infiniment petit, si on corrige tout ce qui ne nous semble pas bien, et qu'après on dézoome la photo, vous ressemblez à un dessin animé. Vous avez un visage en cartoon, en plastique. Vous n'avez plus visage humain. Donc on est en train de fabriquer une forme de vie, une forme d'humanité qui est plus très humaine, à vouloir corriger sans arrêt le vivant. Au lieu de l'aider à vivre. C'est pour ça qu'il y a quand même une réflexion à mener à travers ce que je suis en train de vous dire de ces médecines sur l'approche de la vie. Ça serait bien qu'elle ne soit pas toujours unique à travers des microscopes. Monsieur Yang, chef de service de médecine interne à l'hôpital de Chengdu, il disait, pour comprendre la vie, il y a deux façons. Soit on s'enferme dans un laboratoire et on rive nos yeux à un microscope, soit on sort dehors et on écarquille les yeux. Et on regarde voilà, les rivières, les forêts, les nuages, les étoiles, et on essaie de comprendre comment tout ça fonctionne. C'est deux visions de la vie, justes, mais ça débouche pas sur les mêmes choses. C'est très bien ce qu'on a, mais voilà, ne regardez que sous cet angle, ça peut être dommage. Parce que là, tant qu'on a moyen de gérer nous-mêmes les choses, ben, on devrait être aidé à ça. Donc ça ne nous gêne pas d'avoir que nos sens ordinaires pour faire un diagnostic. Si on sait lire, on voit à quel moment il faut passer à autre chose. À propos du diagnostic, toujours pour rester dans les métaphores naturelles, en fait, c'est pareil, le mot diagnostic, il peut être utilisé de différentes façons. C'est-à-dire qu'on peut, vous avez des pommes malades, vous pouvez traiter les pommes. Ou alors, vous pouvez essayer de traiter le pommier. Ou alors, vous pouvez vous poser la question du sol ou du ciel, si tous les pommiers sont malades à l'identique. Donc, effectivement, ce que je veux dire, c'est que j'ai mal à la tête, je prends de l'aspirine, ça c'est un traitement symptomatique. J'ai de la tension, je prends un antihypertenseur, voilà, c'est symptomatique. La meilleure preuve, c'est que si j'arrête mon antihypertenseur, mon somnifère, le problème recommence de plus belle. Donc ça n'a jamais été soigné, ça a juste été masqué. Vous avez des gens, ils sont sous hypertenseur depuis 10 ans, 20 ans, puis un jour il faut un AVC quand même. Parce que la tension a été masquée pendant... voilà, vous avez un limitateur de vitesse en permanence, mais il y a un moment, ça lâche. Donc ça ne traite pas, ça masque. Donc le symptomatique, il dépanne, c'est du dépannage, mais c'est pas de la médecine. Si j'ai mal à la tête ou si je ne dors pas, c'est qu'il y a une cause. Il y a quelque chose qui fait que ça produit un symptôme, un dérèglement. Donc ça, c'est un trouble physiologique, c'est de la physiopathologie. Si on comprend que c'est par exemple, j'ai mon foie qui pousse un peu trop le sang vers la tête et que j'ai des migraines, ou alors c'est au moment des règles, ou bon, on se dit tiens, il faut que je règle cet organe qui est un peu trop fort, enfin voilà, comme on fait un réglage sur un appareil. Et si j'ai bon, le symptôme disparaît. C'est-à-dire, je ne me contente pas d'éteindre le voyant qui s'allume sur le tableau de bord, je remets de l'eau là où il faut, et puis le voyant s'éteint. Mais du coup, je sais qu'il ne va pas se rallumer tout de suite. Donc déjà, faire un diagnostic en physiopathologie, ça permet déjà de traiter un peu plus de manière profonde, de manière causale, de manière cohérente. Et le diagnostic étiologique, c'est
pourquoi j'ai le foie qui pousse le sang trop fort? Pourquoi? Peut-être qu'il faut que je boive un petit peu moins d'alcool le soir, ou enfin j'en sais rien, mais vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout a une cause. Il y a 9 causes traditionnelles en médecine chinoise. Ça, c'est les causes étiologiques, donc les causes qui sont les points de départ des maladies. Hein? Vous voyez, chez nous, maintenant, c'est souvent, voilà, on va dire, c'est génétique, ou enfin, les causes sont assez restreintes finalement. Quand on cherche les causes en médecine, c'est surtout, vous voyez, quand il y a une nouvelle maladie, tout de suite, on cherche un traitement. Le Covid, la cause, je ne sais pas si, mais on ne cherche pas trop. Hein? C'est tout de suite le traitement, alors que c'est la cause qui est intéressante. Bon, évidemment, quand il y a un truc urgent, ce n'est pas le moment de chercher l'incendiaire au moment où on éteint le feu. Mais il y a un moment, il faut peut-être quand même se poser la question. Donc, 9 causes. À l'intérieur des climats, en fait, il y a tout ce que les climats peuvent véhiculer. Par exemple, si vous éternuez, que vous avez les yeux qui pleurent, le nez qui coule, etc., une bonne rhinite, c'est une maladie du vent, on dit. Parce que quand il y a du vent, voilà, on a le nez qui coule, et si vous faites du vélo, voilà, parce que le vent apparent qui est créé va provoquer un écoulement des muqueuses. Et le vent, il peut transporter les pollens, les graminées, les poils, les machins. Donc après, on va dire les gens sont allergiques à ceci, cela, mais en fait, c'est le vent qui véhicule ça. Donc si on fait paravent, peu importe à quoi les gens vont être allergiques. Ça va être une façon de traiter plusieurs allergies d'un coup, par exemple. Donc souvent, on ramène tous les micro-organismes. Généralement, c'est parce qu'ils sont véhiculés par un climat. Vous n'attraperez pas la grippe tout de suite, parce que ce n'est pas le moment. Puis il y a une époque où ça va être, voilà, le virus il va dire, ah oui, là, c'est le moment pour moi. Donc, si on traite le facteur climatique à l'intérieur du corps, parce que c'est une maison aussi, il y a des climats à l'intérieur. Si on arrive à jouer sur ces climats, les micro-organismes ne tiennent pas. Le docteur Léong disait, si vous rentrez de vacances, que vous trouvez des champignons sur les murs, vous pouvez vous dire, tiens, c'est quoi comme champignon? Vous allez mesurer, dénombrer, faire des prélèvements, envoyer ça au laboratoire, mettre au point des produits chimiques pour les tuer. Ou alors vous dites, oh là là, il fait humide, il fait froid là-dedans, vous étiez parti il y a longtemps, vous rouvrez les fenêtres, la lumière, le chauffage, vous changez le climat, et vous ne savez pas ce que c'est comme champignon, mais ce n'est pas votre problème. D'accord? Donc les deux visions sont justes. Mais pulvériser des produits chimiques sur les champignons en laissant la pièce insalubre, vous devinez que ça ne va pas être la panacée, quoi. Donc s'intéresser au climat, c'est quelque chose d'important. Les émotions, c'est une cause de maladie à part entière. On peut s'envoyer au cimetière très facilement, de différentes manières, à partir de problèmes émotionnels. Tout ça, c'est aussi des choses qui peuvent être physiologiques, c'est pas que pathologique. C'est quand c'est déréglé que ça... On a besoin d'avoir des émotions, c'est pas la question. Mais ça peut, voilà, ça peut faire des dégâts. Les épidémies, c'est différent des climats. C'est des agents pathogènes qui se propagent en nappe, qui peuvent s'affranchir de conditions climatiques. Par contre, on est souvent dans des conditions de vie anormales. Voilà, c'est la différence entre un rhume et une grippe. Où en ce moment on parle du Covid. Bon, je ne vais pas faire un cours sur les épidémies maintenant, mais il y a des critères pour dire une épidémie. Il faut qu'il y ait ces propagations, viralité importante, ça on l'a, similitude des symptômes et mortalité importante. C'est pas... A priori, il manque des paramètres, donc ça veut dire qu'il y a pu avoir une vague, mais actuellement, la question se pose de savoir si on doit considérer toujours ça en ce moment comme un mouvement épidémique. Et si on doit le traiter comme tel. Parce que les épidémies sont effectivement des maladies où la logique vaccinale a du sens. Mais, bon, ça sera un peu long à développer, mais nous, on veut vacciner beaucoup plus de choses qui ne le méritent en général. L'alimentation, parce que c'est plus simple, c'est le même traitement pour tout le monde. L'alimentation, cause de maladies pour des tas de raisons. Là, on ne pourrait pas expliquer tout ça, ça prendrait vraiment du temps. Mais bien comprendre quand même que l'alimentation, il y a 3 façons de manger pour les Chinois. Il y a pour vivre, il y a pour faire la fête, et il y a pour se soigner. Et quand on voit la description de ce qu'on appelle l'alimentation quotidienne, vous savez, donnez-nous notre pain quotidien,
C'est très frugal, c'est très simple l'alimentation pour vivre, il n'y a pas besoin de grand-chose en fait. Le repas du français moyen, c'est déjà ce que le chinois appelle un repas de fête, quand il y a plusieurs plats, un peu d'alcool, etc. Donc quand il veut vraiment faire la fête, forcément, ça peut vite aller vers les maladies cardiovasculaires qu'on connaît dans notre pays. Mais il y a aussi des gens qui veulent trop se soigner en mangeant. Vous voyez, si vous allez dans certains magasins diététiques, quand vous regardez la tête des gens dans le magasin, ils n'ont pas tous l'air en bonne santé. Parce qu'on a l'impression qu'ils mangent que des médicaments parfois. Donc, remplacer l'alimentation quotidienne par une alimentation trop calculée ou pas assez calculée, c'est pas, voilà, faut se faire plaisir, des fois, il faut faire des petits efforts, des petites diètes, des trucs, mais voilà, il y a un truc à régler là-dedans qui n'est pas toujours très évident chez nous parce qu'on est souvent dans les extrêmes. Et puis on dit en médecine chinoise, on tombe du côté où on penche. Donc les gens ils disent, ah moi je suis attiré par ça, donc c'est bon pour moi. Non, pas forcément. Mettez un buffet avec tout ce qu'on veut à manger et vous aurez les personnes rougeaudes qui vont aller vers la viande et le pinard, et puis les personnes palotes et frileuses qui vont aller vers la salade, à tous les coups. Alors qu'ils devraient un peu inverser. On tombe du côté où on penche. Donc on confond notre penchant avec notre instinct. C'est pas la même chose. Les surmenages. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à comment les gens vivent. Parce que on est censé être une civilisation un petit peu de loisirs, enfin un pays qui a de la chance, mais il y a aussi pas mal de burn-out, il y a aussi, enfin, où les gens dépriment parce qu'ils n'ont pas de travail, ou alors ils sont harassés de... Et des fois d'ailleurs c'est traître parce que des fois ils adorent ce qu'ils font mais justement ils ne regardent pas, ils ne calculent pas et puis des fois ils n'arrivent pas à aller au bout. Donc des fois il faut donner des petits conseils par rapport à la conduite quoi. Les traumatismes sont une cause de maladie qu'on connaît bien chez nous aussi et puis là on est vraiment dans la médecine du corps. Donc là je veux dire c'est des domaines comme la chirurgie, l'orthopédie, on a généralement ce qu'il faut chez nous pour les traiter. Donc nous, ce n'est pas notre credo en médecine chinoise, parce que s'il faut vraiment remettre des os en place, il vaut mieux avoir affaire à des gens qui sont spécialistes du corps humain. Et là, pour ça, notre médecine, c'est une médecine de guerre, donc remettre des os en place, s'il y a des trucs et tout, ils savent faire. Mais ce n'est pas toute la médecine, le traumatisme. Ceci dit, bon, il y a aussi des traumatismes plus légers, des entorses, des tas de choses comme ça qu'on peut traiter aussi, bien sûr, avec des méthodes thérapeutiques dont on va parler. Les parasitoses, externes, internes. Les poisons, c'est tout ce qui est intoxication. C'est une cause importante de maladie, mais dans le monde aujourd'hui, la cause principale de ce qu'on appelle les poisons, c'est les médicaments. C'est des drogues. Et donc, en fait, tout médicament pris quand il n'est pas... C'est 2 fois les accidents de la route, les décès par effet secondaire des médicaments. Donc, ça, c'est un vrai souci. Si justement le traitement n'est pas adapté aux patients, toutes ces côtes mal taillées font de la pathologie en plus. Vous voyez bien, les indications dans le Dorose ou le Vidal de certains produits, ils font 2 lignes, et puis les contre-indications, les effets secondaires, ils font 2 colonnes. Donc j'en parlais avec c'est le président de la Fédération française de cardiologie, on a fait une émission ensemble. Il m'a dit, de toute façon, au-delà de 3 médicaments, aucun médecin sait ce qu'il donne. Enfin, peut dire ce que ça va faire exactement, parce que c'est comme la cuisine, c'est comme la peinture. Tu mélanges les couleurs, mais tu en rajoutes une, c'est plus le même mélange. Et ça n'a jamais été étudié. Donc du coup, quand vous avez des gens qui arrivent avec 10, 12, 15 médicaments, chaque spécialiste donnant sa part parce qu'ils sont obligés de donner quelque chose et se sont obligés de ne pas remettre en cause ce que l'autre a donné avant, ou rajoute un produit pour traiter l'effet secondaire de celui d'avant, mais sauf qu'à la fin ça fait un truc, on ne sait pas du tout, et c'est comme ça qu'aux urgences des fois ils disent allez on vire tout puis on regarde ce qui se passe parce qu'on n'en peut plus quoi. Donc les médications, la surmédication est vraiment parce qu'il y a eu toute une génération, vous savez, où c'était vraiment le bon médecin, c'est celui qui donne beaucoup de médicaments, et puis le patient, il veut sortir avec ses médicaments, quoi. Là, il serait temps que ce soit quelque chose qui passe, ça, parce que c'est pas vraiment bon pour la santé. Et les facteurs héréditaires, qui sont évidemment une cause, voilà, ça c'est un héritage, donc si vous avez un jeune enfant qui naît déjà avec un truc lourd, c'est que c'est un héritage.
Donc ça, c'est plus compliqué à traiter. Il y a aussi des maladies, c'est un peu comme les héritages, je veux dire. Il y a des dettes qu'il va falloir éponger sur plusieurs générations. C'est-à-dire que des fois, on sait qu'on prend un chemin, mais on ne verra pas forcément, ça ne sera pas forcément parfait, mais plus c'est des choses ancrées, profondes, plus c'est les choix de vie au quotidien qui vont corriger la tendance pour éventuellement léguer un truc un peu moins lourd derrière. Mais là, ça touche, les pathologies héréditaires touchent à une autre conception de la vie aussi, et même de la famille, etc. Enfin voilà, ça sera des sujets à développer, mais et puis au sens, enfin carrément au sens de la vie. Enfin, je veux dire, là, c'est savoir à quoi ça va servir éventuellement. Après, ça touche à des notions de karma, enfin bon, même si c'est pas un mot chinois, donc on ne va pas détailler ça. Après, il y a les outils. Une fois qu'on a fait un diagnostic, ben, comment je répare ça? Il me faut un tournevis, il me faut une clé à molette, il faut, vous voyez, on a besoin d'outils différents en fonction du type de problème. Donc, aucun système médical ne peut se satisfaire d'un seul outil. Ça serait bien, mais on ne peut pas tout faire avec juste un tournevis, c'est pas possible. C'est un peu plus compliqué que ça, un humain. Donc, il y a 4 grandes branches, plus une 5e, c'est comme les mousquetaires, des branches thérapeutiques qui font partie du système médical chinois. Il y a toutes les interventions externes, c'est-à-dire toutes les branches qui permettent de soigner depuis la surface. Alors là-dedans, il y a le Tuina, qui a donné le shiatsu au Japon, par exemple. Il y a le Tuina, c'est le massage. Il y a l'acupuncture, la fameuse acupuncture, où on va agir sur des points le long de courant, sur le corps. À travers l'acupuncture, on peut chauffer, il y a des saignées, il y a des ventouses, enfin il y a différentes techniques, on peut gratter. Il y a aussi de la pharmacopée qu'on peut appliquer sur le corps, des onguents, des baumes, des emplâtres, etc. L'orthopédie, la chirurgie, je vais en reparler un tout petit peu de tout ça. Tout ça, en fait, c'est une seule branche, les interventions externes. Une seule branche. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout faire en même temps, mais ça veut dire que quelqu'un qui est acupuncteur ou qui fait du massage, c'est quelqu'un qui fait une méthode à l'intérieur d'une branche d'un système médical. Ensuite, il y a les interventions internes, on soigne en faisant absorber quelque chose, par voie interne. En gros, c'est la diététique et la pharmacopée, les plantes. On dit les plantes, je vais en reparler. Il y a parfois pas que des plantes, mais bon, essentiellement. Les exercices, c'est-à-dire qu'il y a des pathologies qui nécessitent que le patient fasse des postures ou des mouvements qui ont un effet correcteur ou thérapeutique. Je reviendrai là-dessus aussi. L'intervention psychologique, c'est-à-dire qu'en fait, il est dit aussi dans cet ouvrage ancien que dans certaines maladies, si le médecin n'a pas assez d'autorité pour détourner l'esprit du malade, toute la médecine sera impuissante. Donc dans certains cas, si on ne parle pas, mais c'est pas le tout de parler, mais si on ne touche pas l'esprit de la personne, elle va dans le mur, et puis voilà. Donc, est-ce qu'on a le moyen d'intervenir sur le conducteur pour qu'il change la direction? Dans certains cas, alors là-dedans, il y a encore un certain nombre. Dans chacune de ça, il y a des outils différents. Mais tout ça, ça fait un système médical, en fait. Et puis, il y a la prévention, c'est-à-dire des conseils de santé pour éviter de retomber malade ou compte tenu de telle typologie, une typologie n'étant pas une pathologie, c'est juste un penchant. Par exemple, il y avait des restaurants en Chine où, en fonction de la personne, c'est eux qui choisissent le menu. En disant, voilà, ça sera bon comme... ça sera bon au goût, mais ça sera bon aussi pour la santé. Ce qui est intéressant dans la cuisine chinoise ancienne, c'est que la diététique et la gastronomie n'étaient pas forcément antinomiques. Chez nous, quand on parle d'un repas diététique ou gastronomique, ce n'est pas toujours le même menu. Donc, si je zoome brièvement sur ces méthodes, vous voyez, donc là, on a un peu de massage, des ventouses, le fait de chauffer des points, la moxibution, des aiguilles. D'ailleurs, c'est des photos qui ont été prises, ça c'est en Roumanie, ça c'est au Bénin. Voilà, donc il y a différentes méthodes qui permettent d'agir depuis la surface, parce que c'est ça qui est intéressant, il y a une répercussion à l'intérieur. Donc on ne traite pas que les pathologies de surface en traitant par la surface. La pharmacopée chinoise,
c'est certainement la branche la plus large, la plus développée. C'est comme chez nous les médicaments, en fait. Sauf que c'est de la phytothérapie principalement. Hein. Donc, c'est extrêmement codifié, c'est très connu. C'est-à-dire que les plantes, le degré de connaissance des plantes médicinales, mais je parle de médicinales parce qu'il y a différents spécialistes à différents niveaux. C'est-à-dire il y a ceux qui vont les chercher ou ceux qui les cultivent, qui les récoltent, il y a ceux qui les préparent. C'est des générations à chaque fois de spécialistes qui savent travailler le produit jusqu'à celui qui le prescrit. Donc c'est comme un chef qui va aller faire ses courses pour aller chercher les bons produits. C'est pas, voilà. Il y a des chefs qui ont leur propre jardin et qui cultivent de A à Z. Bon, bah, ça c'est bien, mais tout le monde ne peut pas. Donc la pharmacopée, c'est essentiellement des produits du règne végétal, quelques produits minéraux, des minéraux, des coquillages, des choses comme ça, parfois des produits fossiles, et quelques produits animaux. Et évidemment, on ne touche plus, enfin là je dis on, il y a encore quelques abrutis, mais ça on ne peut pas l'empêcher parce qu'il y a un business autour. Mais évidemment, j'ai fait d'ailleurs une conférence à Toronto là-dessus, mais avec quelques applaudissements polis, mais il y avait tous les labos qui étaient là. Donc. Sur les espèces menacées, hein, le tigre, le rhinocéros, tout ça, il faut foutre la paix, quoi, il n'y en a plus. Donc, en plus, l'usage qui est fait de ces produits-là montre la méconnaissance totale de ce à quoi ils servent vraiment. Donc c'est vraiment d'une stupidité sans nom, mais ça, on ne va pas changer la nature humaine. Il n'y a pas de formule pour ça, sinon il y a longtemps que j'en aurais filé à bien du monde. Donc, on trouve toujours des ersatz, des succédanés. Il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, c'est... ça va du rhume au cancer, en passant par toutes les maladies qu'on imagine. C'est vraiment une médecine à part entière. Il y a des... Voilà. Mais ça traite vraiment durablement. C'est pas que du symptomatique. Il y a aussi des traitements parfois asymptomatiques s'il faut arrêter une hémorragie ou un truc. Voilà. Mais si on est dans de la médecine vraiment d'urgence, souvent on est mieux en Occident. C'est pas la vocation de ces médecines-là. C'est vraiment du réglage plus que, je vous dis, du dépannage. Il y a des formes traditionnelles qui sont, par exemple, qui sont les décoctions. Il y a des formes plus modernes, sous pilule, etc. Bon, voilà, il y a des formes galéniques différentes, mais qui ont un sens aussi, parce que selon la façon dont le produit se présente, ça permet une diffusion différente dans le corps. Enfin, il y a des raisons qui font que c'est sous telle ou telle forme. C'est pas simplement, tiens, j'ai envie de le faire comme ça. Tout ça, c'est calculé. Une question qui est souvent posée, c'est pourquoi on n'utilise pas les plantes de chez nous ? Donc, il y a deux réponses. La première, c'est qu'il ne faut pas confondre la diététique et la pharmacopée. C'est-à-dire, on a besoin de produits du biotope, de local, de saison, qui ont du chêne, du frais, pour se nourrir, pour entretenir notre vie. Quand on veut se soigner, on a besoin de quelque chose qui va traiter le diagnostic, c'est-à-dire on sait qu'il sait faire ça, qui va régler quelque chose. Et là, peu importe sa nationalité. Si un Chinois a mal à la tête et prend de l'aspirine, bah ça va marcher. C'est pas la question de savoir si l'aspirine elle est made in China ou... D'accord ? Donc, en fait, une plante, en pharmacopée, on l'a choisie pour son pouvoir, pas pour son origine. Et ça fait très longtemps que bien des pharmacopées, des grandes médecines traditionnelles du monde sont mondiales. Parce qu'il y avait la route de la soie, la vraie, pas celle de maintenant, il y avait voilà, les épices, les choses précieuses. Et donc, en fait, on trouve dans les herbiers médiévaux, etc., des choses qui venaient déjà de l'Extrême-Orient et vice-versa. Donc, il y a eu, de longue date, des produits dont le pouvoir était connu et qui permettaient de faire des choses un peu partout. Et évidemment, on a chez nous des produits qui ont des pouvoirs. Le problème, c'est que... de Hippocrate, Hildegard de Bingen et compagnie, on ne peut pas dire qu'on leur ait fait une grosse pub jusqu'à présent dans notre système médical. Donc il y aurait quelque chose à redécouvrir avec des ethnobotanistes, avec des vieux qui passent leur vie dans les bois et qui connaissent les plantes comme s'ils vivaient avec et qu'ils étaient mariés avec, mais ça, voilà, culturellement c'est difficile. Moi j'avais un vieux qui m'avait dit, si tu veux connaître une plante, il faut dormir avec. C'est pas faire une chromatographie gazeuse, vous voyez, c'est une autre façon. Enfin voilà, parce que les plantes, les minéraux, les animaux, les humains, c'est simplement des règnes avec des corps qui se superposent différents. Et nous, on a la chance d'avoir 4 corps vibratoires qui peuvent vibrer au diapason des autres.
Donc il y a des chamans qui vont prendre des crécelles ou des tambours, puis qui vont pouvoir communiquer avec des animaux ou des plantes. Quand je dis communiquer, c'est pas une communication, tiens on va causer, hein, c'est se mettre au diapason d'eux. Et du coup, alors ça peut être des dons. Je me rappelle d'une patiente comme ça, elle me dit que, je ne sais plus ce qu'elle avait, un problème au rein. Et je lui propose une formule, elle me dit, vous avez les plantes de cette formule? Je dis oui, parce qu'elle dit, moi je suis assez sensible et j'aimerais savoir. Je dis, j'avais un herbier là, avec des trucs, et puis je lui passe, ceci c'est de l'alisma, c'est une racine, et elle me dit, ouh, ça fait pisser ça. Elle met ça dans la main, puis oh, ça fait pisser. Après elle dit, ah oui, mais avec celle-là ça va mieux. Elle sentait, c'est des gens comme ça qui ont mis au point toutes ces pharmacopées, ou même les points d'acupuncture, il y a des gens, et voilà, ils les sentent. Donc après, nous, on n'a qu'à piquer là où ils nous disent qu'ils y sont, parce que tout le monde n'a pas cette sensibilité. Mais l'origine de cette médecine, il y a beaucoup de... Enfin voilà, c'est des gens qui savent qu'il y a différents niveaux qui forment l'être humain, et qu'il y a des niveaux plus subtils que tout le monde ne capte pas forcément, mais par lesquels on peut quand même profiter de ceux qui les ont sentis pour passer par ça, parce que c'est pas non plus très reposant pour les gens qui ont cette sensibilité-là. Ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est des pathologies. J'ai eu par exemple un sourcier en consultation, personne qui sentait l'eau, mais c'était... D'ailleurs, il est arrivé, il dit... Bon, voilà, il m'a expliqué tout le truc. Ouais, ok, je savais que c'était un vrai. Et il avait des problèmes parce que c'était un type hyper nerveux, hyper stressé, et surtout stressé de se tromper parce qu'il allait régulièrement en Afrique pour faire creuser des puits, mais 3-4 fois l'an, des fois il se trompait, et puis il faisait creuser un puits pour rien, et puis là-bas ça coûte cher, des fois ça peut être vraiment dramatique, donc il avait toujours peur de se tromper. Mais il faisait des centaines de relevés par an, et se tromper 3-4 fois sur 100, ou sur 200, ou sur 300, c'est, je veux dire, c'est rien, mais c'est 3-4 fois de trop. Donc lui, à chaque fois, il était stressé de rater quelque chose. Et il venait pour ça. Et quand je le traitais par rapport à ce côté hyper nerveux, enfin il est électrique quoi, mais c'est ce qui lui permet de sentir. Et en fait, il était très détendu, mais il ne sentait plus rien. Il dit, je vais mieux, mais ça va pas, je ne sens plus rien. Donc, voilà, je garde mon stress. Donc, il y a des gens, c'est aussi parce qu'ils ont un certain type de déséquilibre qu'ils arrivent à faire des choses, et que si on leur retire, si on veut les traiter, du coup... ok, mais il faut savoir qu'on ne pourra pas utiliser l'autre côté du problème, quoi. Le Qigong, donc vous savez, c'est Chinois qui dans les jardins le matin font des exercices, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est culturel en Asie, mais on n'est pas obligé de faire quelque chose de chinois. Simplement, il y a des pathologies, c'est le postural ou le mouvement qui vont avoir un côté régulateur dans une pathologie. Donc, des fois, on doit donner des exercices à faire à des patients parce que certains mouvements vont traiter le poumon, d'autres la digestion, etc. C'est simplement parce qu'il y a une résonance en interne et c'est quelque chose qui a à voir aussi avec le massage ou avec l'acupuncture. On agit sur des circuits. Mais... puis c'est de l'ergonomie. Je repense à un patient qui était vétérinaire, par exemple, qui était venu me voir avec une dorsalgie importante, donc je le fais déshabiller, et effectivement, son dos à gauche, les spinaux étaient complètement tendus, c'était un arbre, et puis à droite c'était normal, voire mou, enfin, il y avait vraiment Rambo à gauche, Woody Allen à droite, vous voyez, c'était vraiment très, très différent les deux côtés. Et donc, je lui demande s'il y a une raison à ça. Il dit non, je vais être le premier à me dire ça. Donc je dis vous faites un sport, je sais pas, du tennis ou un truc un peu déséquilibré. Il me dit non. Je dis vous portez un sac très lourd tout le temps du même côté. Il me dit non. Enfin, on essaye de comprendre la cause. Je lui dis vous faites quoi de vos journées? Il dit je travaille dans les grands élevages et je fais de l'insémination artificielle. Et je dis ça se passe comment? Il dit on prend la queue de la vache, on met la canule. On prend la queue de la vache, on met la canule, je ne sais pas si vous essayez de soulever une queue de vache, c'est un gros ressort en fait, c'est un bull worker ça s'appelle. Et en fait le mec faisait de la muscu du bras gauche depuis 3 ans tous les jours. Mais il n'avait jamais fait le lien avec ses dorsalgies par exemple, tout bête.
Ben là, comment vous voulez soigner ça? Vous mettez 3 aiguilles, vous faites un petit massage, vous donnez des trucs à avaler? Ah non, il va falloir prendre le bras droit maintenant. Ouais. Parce que là, on est dans quelque chose de, voilà, d'ergonomique. Donc, des fois, c'est le mouvement ou le postural qui sont concernés dans une pathologie. Le Qigong a une autre... Enfin, les exercices ont quelque chose d'autre, c'est-à-dire que par certaines pratiques, type yoga, c'est aussi... Le yoga, c'est le Qigong de l'Inde, si vous voulez, de la médecine ayurvédique. Le Qigong, c'est le yoga chinois, si vous voulez. Sauf que dans l'un, il y a plus de posture, dans l'autre, il y a plus de mouvement, mais on trouve un peu des deux. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des pratiques qui mettent en relation avec des parties plus profondes de soi, qui font que parfois des gens se trouvent des capacités qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient. Donc il y a des gens qui, par des pratiques comme ça, par exemple, se retrouvent à soigner simplement en posant les mains, guérir des brûlures ou des... Il y en a d'ailleurs, ils n'ont même pas besoin de faire des exercices, ils avaient déjà ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est des pratiques qui parfois révèlent des potentialités chez certaines personnes. Par contre, on ne le fait pas dans le but de ça, parce que ce n'est pas du tout dit qu'il y aura ça au bout. Et puis pratiquer ça avec de l'intention, ça devient compliqué, parce que quand on soigne des gens grâce à un don ne se vend pas. Donc, avoir étudié quelque chose et le mettre en œuvre, c'est une chose. Si vous mettez de l'amour dans le soin, vous n'allez pas dire ça coûtera un peu plus cher parce que je mets de l'amour dans le soin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des choses, il ne faut pas se tromper. La méditation fait partie des Qigong, sauf que c'est une posture, mais c'est aussi des pratiques qui ont un effet calmant sur l'esprit, puis qui peuvent aussi découler sur d'autres choses. Quand je dis méditation, c'est pas forcément, là encore, il y a une magnifique abbaye à côté, je veux dire, il y a des lieux de recueillement. Le simple fait de tourner l'esprit à l'intérieur, on dit en chinois, c'est quelque chose de thérapeutique. Parce que l'esprit est toujours barré à l'extérieur. Surtout maintenant qu'on a des trucs comme ça, vous savez. Et c'est très difficile de le ramener dedans. C'est comme un président qui est toujours à l'extérieur du pays, qui ne s'occupe pas du pays. À un moment, ça ne le fait plus. Donc c'est important, parfois, d'inciter les gens à ramener l'esprit à l'intérieur. On peut trouver des artifices sans forcément être obligé de faire de la méditation pure, ce qui n'est pas forcément dans... enfin, ça peut être culturellement un peu délicat, mais il y a des moyens d'absorption par le biais de certains hobbies, par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui pêche à la ligne, ça peut être quelqu'un qui fait de la méditation sans le savoir, etc. Quand on est complètement absorbé dans quelque chose, quelqu'un qui peint, voilà. Donc on peut trouver, ça s'appelle voilà, les violons d'Ingres, si vous voulez, trouver des fois avec des patients quelque chose qui va les amener à mettre l'esprit à l'intérieur. Ça nous fait un petit lien avec la psychologie. Les conseils, oui, parfois il faut parler aux gens. À l'intérieur, on a différents niveaux. Par exemple, il y a des gens, vous voyez, je sais pas, prenez quelqu'un qui, je sais pas moi, qui est anorexique ou qui est kleptomane, ou des fois, en conscience, on sait les choses, mais on peut pas s'empêcher. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de plus profond qui pousse à faire. Donc, il faut faire un trou dans la conscience pour aller s'adresser à une partie plus profonde. Ça, c'est des méthodes de nature hypnotique. Donc, c'est encore autre chose. Mais ça fait partie de la médecine chinoise, parce que vous pouvez profiter d'une séance de massage ou d'acupuncture, parce que les gens sont ce qu'on appellerait, ce que les Ericksoniens appelleraient un état d'hypnothérapie sans transe apparente. Les gens sont en transe déjà, vous pouvez parler, vous raconter une histoire, et ça fait son chemin. Mais ça peut avoir... Alors, il faut raconter une histoire thérapeutique pour la personne, mais il y a des gens, ça peut les sortir de choses compliquées. Mais on ne fait pas ça à tout le monde. Il faut vraiment qu'il y ait une indication, un diagnostic avant. D'accord ? Tout ça, c'est des outils très différents. Et les conseils d'hygiène de vie, on s'intéresse à savoir si les gens ils vivent seuls, ils sont mariés, ils ont des amis, ils rigolent. Vous voyez, parce que ça fait partie de la vie. Et s'il y a des sentiments de solitude, on peut être seul en étant entouré de plein de monde. Et on peut se sentir plein, même si on est complètement solitaire, parce que on n'est pas seul en vérité, ça dépend comment on fonctionne à l'intérieur. Donc, toutes ces choses-là sont importantes parce que, effectivement, elles conditionnent vraiment la santé. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse de savoir comment les gens y vivent aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une médecine, là c'est aussi au Bénin, on formait des infirmières, c'est une médecine, comme elle a des moyens, vous voyez, les moyens diagnostiques,
Les aiguilles, ça coûte rien. Donc en fait, avec pas grand-chose, on a fait ça à Madagascar, on a fait ça enfin dans plein d'endroits, avec pas grand-chose, on peut apporter des soins sans avoir toute une grosse logistique à l'américaine, avec des appareils qui coûtent la peau des fesses, des médicaments que personne ne peut se payer. Moi je vois bien, j'ai des patients, ils ont des traitements à plusieurs milliers d'euros la semaine. Bon, comment vous voulez aller soigner, même si ces traitements marchent, ce qui n'est pas toujours le cas, comment vous voulez aller faire de l'humanitaire avec ça? Là, les gens, avec l'acupuncture, ils ont déjà leur pharmacie sur eux, ils ont déjà des points d'acupuncture sur le corps. Il suffit de montrer à des gens là-bas comment, dans quel cas, on utilise tel point, pour faire quoi. Et donc, pour faire des petits producteurs de santé, c'est top. Et en plus, les praticiens d'autres médecines traditionnelles peuvent s'approprier ça et rajouter ça à leur panoplie sans problème. Ça dépend comment on leur explique la chose. Si on ne leur fait pas un cours de chinois, mais qu'on leur explique que c'est simplement des fleuves et des rivières avec des courants, ils captent tout de suite. Donc il y a une façon d'expliquer les choses parce que c'est une médecine naturaliste. C'était la même qu'Hippocrate, simplement les Chinois l'ont gardée. Mais on n'est pas obligé d'abuser du chinois pour enseigner la médecine chinoise. Hein? Par exemple, cette petite-là, elle avait, là ça se voit pas très bien sur l'image, mais vous voyez, c'est tout jaune là. Elle était colonisée complètement. Elle avait un muguet énorme sur la langue et tout le système digestif. Et donc, elle avait perdu je ne sais plus combien de kilos, elle mangeait plus, enfin bon, et c'était mal barré, quoi. Mais il n'y avait pas de médicaments, rien. Ça, c'est 3 jours après. Avec une racine. C'est rare d'utiliser une seule plante. Souvent, c'est des mélanges. Mais s'il y a un diagnostic, on sait ce que c'est, il y a le traitement, on sait ce qu'il fait, bah tiens, tu prends, puis ça marche. Donc, former des gens à des diagnostics simples en médecine chinoise et à des traitements simples, et par contre, si on peut trouver la même racine ou autre chose, mais je veux dire chez eux qui feraient le même job, encore mieux, parce qu'on ne veut pas forcément que les gens... c'est ça qui est intéressant, redécouvrir ce que chaque culture peut avoir à sa disposition, mais eux, ils ont un peu plus de... Disons, pour des soins, je dirais, courants, de pathologies courantes, ils savent ce qu'il faut prendre déjà. Après, ça se complique quand la pathologie est plus lourde ou plus complexe. Mais tout ça pour dire que ça se prête très bien à l'humanitaire, ce genre de médecine, parce que c'est léger. Hein? On a aussi été invité par les moines de Sa Sainteté le Dalai Lama à faire des soins aux réfugiés tibétains et aux moines à Dharamsala en Inde du Nord. Et ça, forcément, on ne peut pas dire non, quoi. Parce qu'on fait de la médecine chinoise et on sait que le Tibet a un problème aujourd'hui. Aujourd'hui, ça commence à faire un moment maintenant. Et donc, il y a un petit côté politique quand même, mais d'aller faire des soins aux moines et aux réfugiés tibétains, ça montre que la médecine, elle ne fait pas de politique, elle s'occupe des humains. Et d'ailleurs, on était étonnés, on leur a dit, mais vous avez la médecine tibétaine, vous êtes tibétain. Vous êtes en Inde, vous avez la médecine ayurvédique, vous avez des missions de médecine occidentale sur place, vous nous demandez encore de venir faire quelque chose pour aider? Ils disent oui, parce qu'on a encore tel problème, tel truc. Et du coup, tous les ans, on y va, puis on fait des soins. Voilà. C'est pas, comment dire, on le fait parce qu'on est content de le faire. C'est pas, on préfère former des gens qui se soignent tout seuls après. Mais bon, les moines, ils ont déjà un boulot, donc de toute façon, ils vont pas apprendre la médecine chinoise, ça c'est sûr. Mais il dit, on connaît très bien la médecine chinoise. Bon, d'abord parce que maintenant, le Tibet est en Chine. Et puis parce que c'est une médecine qu'ils connaissent aussi bien que la médecine tibétaine, même si elles sont différentes. Et donc ils savaient ce qui était possible de faire avec, c'est pour ça qu'ils nous ont demandé de faire des soins. Mais c'est juste pour dire que la Chine n'est pas l'Eldorado de la médecine chinoise. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a une révolution culturelle et que cette médecine a été interdite en Chine. Parce que c'était une médecine impériale. Et que donc, au moment de la révolution culturelle, ça ne le faisait pas. Elle a été réintroduite progressivement avec du matérialisme dialectique en première année de médecine. Et puis c'est la Chine de maintenant. Et qui est beaucoup plus... En fait, on fait des études de médecine occidentale et on rajoute de la médecine chinoise, un peu comme en Occident. Mais c'est plus la médecine transmise
à l'ancienne avec le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme en toile de fond. Parce que ça, évidemment, ça serait révolutionnaire, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu malheureux quand même, parce qu'en fait, on n'est pas chez nous en Occident, on n'est pas chez nous complètement en Orient. On essaye de garder ces cocopélies, vous savez, de garder des graines de savoir, mais qui sont un peu brinque-ballées par un monde qui est un petit peu extrémiste de tous les côtés. Et voilà, donc ça, c'est le seul truc. Mais tant qu'on a effectivement cette possibilité de transmettre, de cultiver, et puis que ces graines-là ne se perdent pas, ben, il n'y a pas de problème. Mais on ne vise pas le nombre, on vise simplement le fait que ça puisse perdurer. Et actuellement, quand on voit les problèmes de la société, des maladies qu'il y a, du système de santé, des questions qui commencent à se poser, à se dire mais est-ce qu'on prend le problème sous le bon angle et tout, et les médecins qui commencent à en avoir un peu marre de servir à rien quand il y a des trucs à faire, effectivement on s'aperçoit que on va peut-être pas tarder à replanter toutes ces graines parce qu'il y a besoin, quoi. Donc forcément il y a de l'enseignement. Alors bon, bah ça c'est le CED, c'est une école, mais il y en a d'autres, hein, c'est pas grave, je suis pas venu faire de la pub pour l'école, de toute façon on est limité en nombre tous les ans, donc c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça perdure, là encore, parce que il faut viser loin, et donc c'est important de transmettre à mesure qu'on apprend. On peut pas faire autrement. Vous passez votre vie à étudier un truc, c'est normal, vous pratiquez, vous continuez ce que fait n'importe quel spécialiste dans n'importe quel domaine, on partage le savoir. Mais c'est un collectif d'études. C'est-à-dire, on est plus dans l'idée de partager un savoir, c'est pas je suis le prof qui sait tout et les autres savent pas, c'est parce qu'on apprend de nos patients. Par exemple, au bout de 5 ans d'études, quand on lâche un étudiant, l'idée c'est maintenant, c'est tes patients qui sont tes professeurs. Parce qu'un patient, il vous amène quoi? Un problème. À l'école, on vous pose des problèmes pour développer votre intelligence. Donc, on a quelques années pour développer le logiciel permettant aux gens d'avoir les outils permettant de résoudre le problème, puis après, les problèmes, vas-y, va travailler, et puis t'en auras. C'est pas ce qui manque. Donc, en fait, on apprend tout le temps. Parce que chaque patient qui vient, on a dit, les gens sont toujours différents. Donc, en fait, c'est toujours une histoire nouvelle. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre, et ça tombe bien, c'est un peu pour ça qu'on est sur Terre, puisque le corps, lui, il subit une entropie, l'esprit, voilà, le véhicule vieillit, mais le conducteur voit de plus en plus de paysages. Donc c'est intéressant de rester curieux tout le temps. Et voilà, le souhait qu'on a, ce serait d'avoir effectivement ces deux façons de regarder le vivant qui puissent cohabiter, parce qu'on a parfois besoin effectivement d'une médecine d'urgence, d'une médecine de guerre, mais on n'est pas toujours en guerre, il ne faudrait pas toujours traiter tout comme ça, et il y aurait d'autres, comme vous l'avez un petit peu entrevu, d'autres façons d'aborder les choses pour les régler, de façon à ce que attendre que ça casse pour changer les pièces, c'est sympa, mais si on peut apprendre à les régler pour fonctionner avec ce qu'on a déjà, c'est quand même bien aussi. Et je crois qu'on arrive au bout. Voilà. Donc j'espère que ça vous donne une petite idée générale. Je ne sais jamais le temps que ça va prendre, ça va, on est pas mal. Pour dresser un petit portrait. Maintenant, voilà, s'il y a des questions. On n'a plus de communication avec le bout du monde, peut-être qu'on sera content de l'adapter à la phytothérapie avec les plantes qu'on a chez nous, quoi. Ah, mais l'idéal, c'est d'utiliser au maximum ce qu'on a chez soi. Le problème, simplement, c'est que regardez n'importe quel ouvrage de phytothérapie et vous aurez, pour les plantes, vous aurez des indications. C'est-à-dire, cette plante est bonne pour traiter ceci ou cela. En médecine chinoise, les indications, c'est cette plante, elle est de telle nature, de telle saveur, elle agit sur tel organe, elle cible tel méridien, elle nourrit le yin de tel organe ou le yang de tel autre, ou elle détend le chi de tel truc. C'est formulé façon médecine chinoise, peu importe. Mais on dit ce que cette plante fait sur le corps. Donc quand on donne une formule, on la donne pour qu'elle rentre dans la biologie du corps, pour qu'elle corrige une fonction, et non pas soulager un symptôme. Donc,
on aimerait bien utiliser les plantes de chez nous pour ça, mais on a un peu perdu, parce qu'il y en avait, des indications qui parlaient de ces plantes de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on a une approche, pour l'instant, très symptomatique de l'utilisation de la phytothérapie chez nous. Et on ne peut pas, malheureusement, remplacer comme ça, ex abrupto, une plante par une autre, parce qu'elles sont comme nous, elles sont toutes différentes. Donc, j'ai fait ce travail, hein, j'ai contacté Liotagui, j'ai fait un boulot avec l'école des plantes médicinales de Lyon, mais il faut des gens qui connaissent vraiment bien, mais quand je dis bien, c'est intimement, c'est pas juste une connaissance livresque, les plantes sur un plan médicinal, et comme les herboristes d'antan, mais qu'on a fait sauter, qui jonglaient avec leur tiroir et qui savaient faire des mélanges. Et là, en fait, c'est plus facile de partir d'une formule que de partir d'une plante. C'est-à-dire, on prend une formule de pharmacopée chinoise qui a des siècles, qui a été commentée, on sait ce qu'il y a dedans, c'est comme une recette de cuisine, une bonne recette, on sait ce qu'elle fait. Et on dit, voilà, ça, cette combinaison de plantes, là-dedans, l'empereur, il fait ça, les ministres, il aide à faire ça, il y a les conseillers qui empêchent de faire ça. C'est comme une équipe, c'est comme un gouvernement pour un pays, c'est vraiment bien conçu. On dit, et la personne... Alors, par rapport à une pathologie, par exemple, je sais pas, là, on avait pris quoi, un syndrome prémenstruel, par exemple. Donc, il y avait une plante qui détendait les congestions, etc. Enfin, bon. Et lui dit, bah tiens, celle-là pourrait faire le boulot de ces deux-là, là, on pourrait prendre ces deux-là, etc. Il raisonnait un peu composer une autre équipe avec des gens de chez nous, pour faire le même travail. Mais ça prend des gens qui connaissent vraiment, l'herboristerie, et l'autre problème, c'est qu'on est arrivé avec, par exemple, un modèle théorique de formule de plantes de chez nous qui ferait peut-être la même chose qu'une formule qui remonte au VIe siècle en Chine, et que là, on sait ce qu'elle fait à coup sûr. Mais comment je vais le tester maintenant? Sur qui, sur combien de personnes je vais vérifier que cette formule fonctionne? Tu vois? Donc ça, c'est une difficulté. Donc c'est un chemin qui se prend. Il a fallu des siècles pour que la pharmacopée chinoise élabore ces principes. On peut formuler, il y a déjà des bouquins qui le font pour certaines choses, que ce soit en diététique ou en pharmacopée, des vertus des plantes de chez nous à la mode chinoise, si on peut dire, expliquer ce que ça ferait en physiologie, etc. Il y a un type qui a fait un bouquin qui s'appelle Energetic of Western Herbs, donc le pouvoir énergétique des plantes occidentales. Il s'appelle Peter Holmes, il habite à Boulder, Colorado. Moi, j'étais super content. Il a fait 2 tomes de bouquins. Ben, j'ai dit, j'allais voir mon professeur qui est à Vancouver. J'ai dit, allez, je fais un crochet. Je suis allé le voir là-bas pour voir comment il avait étudié. Enfin, d'où il sortait ce savoir. Et le type était un passionné. C'était un rat de bibliothèque. Il avait plein de livres sur les plantes. Et il a fait une compilation en disant, bah ça doit être comme ça, etc. Donc, en fait, c'est possible. Mais c'est pas comme ça que les pouvoirs des plantes ont été trouvés au départ. Je vous parlais du côté chamanique. Moi, je préférais trouver un type qui est encore en Haute-Loire, que les gens disent que c'est un sorcier parce qu'il parle avec ses crapauds, et puis parce que je serais plus sûr du lien que je peux faire, tu vois. Parce que là, le problème, c'est que ça aussi, ça n'avait pas été expérimenté non plus. Et que même si on dit telle plante a tel pouvoir, est-ce que quand je les mélange, je vais avoir le même effet que ces formules? Ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'il y a des formules de pharmacopée qui remontent au IIIe siècle, Ve siècle, enfin, donc qui ont 1000 ans, près de 2000 ans, qui ont été commentées, qui ont été modifiées au fil des siècles, mais c'est des modifications infimes. Donc c'est un degré de précision, de connaissance de l'action qui n'est pas équivalent. Ensuite, l'esprit de la prescription n'est pas le même. Par exemple, il y a une formule, le yin et yang, ça vous parle peut-être pas, mais il y a une formule pour nourrir le yin des reins, c'est-à-dire, comment je pourrais dire? Vous voyez, par exemple, les femmes, au moment de la ménopause, il y a une tendance à se dessécher un peu, à avoir des bouffées de chaleur. Hein? Donc c'est l'automne, la sève descend un peu, et donc il y a un phénomène d'assèchement des muqueuses, puis un phénomène la charge thermique du corps n'est pas compensée par la masse hydrique, donc il y a un peu la chaleur qu'il ne faut pas éteindre, c'est le feu de la vie, mais qui se barre un peu par bouffée, c'est Yellowstone, quoi. Donc, enfin, ça c'est quoi, et donc,
il y a des formules pour nourrir ce qu'on appelle le yin des reins, pour essayer de sustenter, hormone-like, on va dire, quelque chose qui a un effet qui nourrit, qui sustente les reins. Donc quelque chose voilà, qui nourrit. Et quand, par exemple, les hommes, eux, ils ont l'andropause, c'est-à-dire qu'eux, c'est plus du feu que de l'eau, donc eux, ça se ramollit, ça se refroidit, c'est autre chose. Donc eux, il faut tonifier le yang des reins, c'est-à-dire mettre quelque chose qui a une charge thermique supplémentaire, thermodynamique supplémentaire. Pas pour leur rendre leur 20 ans, c'est pas la question, mais juste que prendre le virage en douceur, quoi. Mais ça, par exemple, la formule qui nourrit le yin des reins et celle qui nourrit le yang des reins, il y a juste 2 plantes d'écart. C'est une formule, il y a 6 plantes de base pour le yin, et il y a 2 plantes de plus, il y a juste 3 grammes de chaque, un peu d'aconite, un peu de cannelle, de rameaux de cannelle ou d'écorce selon la pathologie, et ça fait basculer la formule qui a un effet, pas opposé, mais très différent sur le fonctionnement du système urogénital. Pourquoi ? Parce que cette formule a été composée, comment dire, dans un cas, on sustente, on nourrit, donc on apporte de l'essence, on apporte du bois, hein, on apporte de la matière. Et dans l'autre, juste, on rajoute une allumette. Et pouf. Donc, chez nous, on a des gens, c'est un peu, ils soignent comme, vous savez, des gens qui allument le barbecue avec 1 litre d'essence, quoi. Ils ne savent pas faire du feu, on ne sait plus faire le feu. Non, il faut du bon bois sec, un bon tirage, une allumette, il faut savoir faire un feu. Ben, c'est une formule qui remet le feu dans la maison. Mais c'est d'une subtilité, ça agit sur la physiologie d'une façon qui n'a rien à voir avec... dans le système moderne, il y a des gens, ils vont dire « Ah bah t'as froid, je peux prendre tous des trucs qui chauffent, vas-y, bois ça. » Ah oui, bien sûr, mais je te dis, j'allume le barbecue avec de l'essence, mais ça ne dure pas. Donc, je ne sais pas quelle plante chez nous, quelle composition chez nous ferait le même travail que ça, mais cette formule a été composée, commentée, affinée sur plusieurs siècles. Donc, avant d'arriver en disant « Moi, avec les trucs occidentaux, je vais faire pareil », c'est pas que je veuille à tout prix faire chinois, mais disons, quand j'ai un patient, je sais ce qu'il a, je sais ce qui peut le soigner, ça m'ennuie de le prendre pour cobaye. Alors je veux bien qu'on fasse des essais et tout, mais je te dis, c'est un boulot, quoi. Ça va prendre du temps. Et surtout, chez nous, c'est par exemple, il y a des plantes de chez nous qu'on trouve dans la pharmacopée chinoise, mais qui sont peu utilisées. Pourquoi ? Parce que c'est des plantes caractérielles. C'est des plantes égotiques. Donc elles savent bien faire les choses, mais elles ne savent pas travailler avec les autres. C'est des plantes phares, tu vois ? Mais tu ne peux pas cuisiner avec, elles embarquent tout le reste. Donc il faudrait redécouvrir des plantes de chez nous qui sont un petit peu oubliées, mais qui savent travailler ensemble. Donc il faudrait faire de la pharmacopée chinoise avec des plantes occidentales, mais du coup ça revaloriserait des plantes un petit peu oubliées dans notre formulaire, dans notre matière médicale, et peut-être moins utiliser d'autres qui sont peut-être intéressantes au coup par coup, mais qui ne permettent pas de faire de la peinture avec toutes les couleurs. Donc c'est pas qu'on veuille pas, c'est que s'il y a du boulot, c'est que c'est vraiment un domaine intéressant, mais c'est juste un chemin qui serait pris. Il ne faudrait pas croire qu'on va pouvoir dire, voilà, on fait de la pharmacopée chinoise avec les plantes de chez nous. Après, il y a beaucoup de gens, par exemple, ils vont faire un diagnostic ou tenter de faire un diagnostic en médecine chinoise, puis après ils vont prescrire de l'homéopathie ou des fleurs de bac. Mais là, je pense qu'il y a un biais cognitif. Moi, j'appelle ça de la cafouillothérapie. C'est-à-dire que ça part d'un bon sentiment. On veut avoir sur la panoplie plusieurs outils pour pouvoir aider les gens. Donc ça part vraiment d'un bon sentiment. Mais il y a des gens comme ça, ils ont plein d'armes, mais ils tirent bien avec aucune. Et puis vous avez le pygmée qui se bricole son arc tout seul, pouf, il descend un colibri en plein vol, parce que lui, il n'a qu'une arme, mais il sait s'en servir. Donc, voilà, c'est pas la complexité qui fait la puissance de ce genre de médecine, c'est la maîtrise. Et pour maîtriser les plantes de chez nous, en les utilisant dans l'esprit d'une médecine qui a une autre façon d'aborder le vivant, il y a un travail à faire. Mais forcément, il y a autour de quoi
faire plein de choses. Ceci dit, on ne fera pas tout non plus, parce que quand même la Chine, c'est un pays qui va des pôles aux tropiques, et la pharmacopée, elle a une palette qu'on ne pourra pas avoir au niveau d'un pays comme la France, par exemple. On est obligé de toute façon de recourir, si on veut, parce que les gens circulent beaucoup, je veux dire, c'est un village global maintenant. Donc il y a des pathologies, vous voyez bien ce qui se passe en ce moment. Donc c'est pas dit qu'avec juste ce qu'on a autour, on fera tout non plus. C'est le problème des Tibétains avec la médecine tibétaine, qui est très bien, mais je veux dire, tout le monde n'habite pas à 5000 mètres d'altitude, et où il y a beaucoup plus de minéraux, moins de plantes, et des pathologies spécifiques. Et donc, en fait, c'est moins universellement applicable qu'une médecine comme l'Ayurveda ou la médecine chinoise, par exemple. Mais c'est une médecine étonnante aussi, mais c'est encore... voilà. Il y a des médecines qui sont plus limitées, ça j'en dirai peut-être un petit mot demain, à des biotopes particuliers ou des sociocultures particulières par leur nature même. Ben, je sais pas, la lavande, par exemple. Tu vois, c'est des produits qui sont excellents, mais ils font le job tout seuls. C'est-à-dire que si... mais je dis ça, c'est pas une critique. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus difficile de faire... c'est comme en cuisine, certains trucs, si tu les mets dans la nourriture, bon, bah, ça va emporter un petit peu tout le reste, quoi. Ou certaines couleurs, ça va... Donc, voilà, c'est plus difficile d'adapter le traitement au patient quand il y a... comment je pourrais dire ? Quand on compose une formule de pharmacopée, il y a la plante principale qu'on appelle l'empereur. Et on y adjoint des plantes qui agissent en synergie, qu'on appelle des ministres. Et ensuite, pour traiter soit les effets indésirables possibles des plantes principales, par exemple, imaginons, il y a une fièvre, on donne des plantes de nature froide, mais on ne veut pas refroidir l'estomac pour faire des crampes d'estomac, comme certains anti-inflammatoires, par exemple. Donc il va y avoir une plante tiède qui va être un conseiller qu'on va mettre dans la formule. Donc déjà, dans la formule, il y a des plantes qui traitent les effets indésirables des plantes principales. Et ensuite, il va y avoir encore des ambassadeurs, c'est-à-dire des plantes qui vont diriger l'action vers telle partie du corps ou tel organe, parce que telle autre partie n'en a pas besoin. Donc il va cibler le traitement. Donc c'est fin comme système. Mais ce que je veux dire, c'est que chez nous, par exemple, on attend du président qu'il fasse tout le travail. Ou lui-même, il veut faire tout le travail. Enfin, j'en sais rien, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que... Et s'il y a un problème, ça sera de toute façon sa faute à lui. Donc chez nous, on attend tout d'un truc. La molécule, le principe actif, la plante qui soigne ceci, la plante qui soigne cela, l'artémisia. Il y a une formule pour le palu... il y a des formules pour le palu qui ont des siècles où l'armoise est empereur dans la formule, mais elle n'est pas toute seule. Mais chez nous, tout de suite, on s'intéresse. Il y a Tu Youyou qui a eu le prix Nobel de médecine parce qu'elle a tiré l'artémisine de l'armoise annuaire, de Qingkrao. En fait, elle a pillé un savoir traditionnel ancien pour tirer une molécule qui a valu un Nobel de médecine parce que ça permet à des labos de faire des trucs, mais ça va créer des résistances qui font que le traitement ne durera pas indéfiniment au niveau de l'efficacité. Donc, voilà, le problème, c'est que chez nous, on est toujours, disons, on veut qu'il y ait une plante qui soigne un truc. Ça, c'est le côté occidental, c'est-à-dire une chose qui fait, c'est la sarcothérapie, tu vois, bon, ce que je veux dire, la personne un peu hyperactive qui fait tout, non. C'est la concertation, la logique du travail d'équipe adapté. Et là, je donnais l'exemple comme ça, j'en ai pas en tête mais c'est voilà les plantes qui seraient censées tout faire toutes seules, de toute façon, c'est pas forcément la solution. C'est-à-dire, il faudrait qu'elles rentrent dans les formules, mais dans des dosages faibles. Et là, elles auront l'utilité. J'entendais l'aconite, c'est une plante qui fait partie de la pharmacopée chinoise. Mais il faut faire attention au dosage qu'on donne. Puis il y a une façon de la préparer pour pas qu'elle soit toxique. Donc, c'est comme les gens. Des fois, on a besoin d'eux parce qu'il faut un truc, mais il faut faire en sorte qu'ils ne soient pas toxiques. Une question un peu générique comme ça, mais qu'on peut se poser, je crois, légitimement, c'est que faudrait-il faire, par exemple, pour que la médecine chinoise soit prise en compte
et rentrent dans notre système de santé, dans un pays comme la santé fait l'objet d'un... Enfin, la médecine, de toute façon générale, fait l'objet d'un monopole. Il y a des intérêts qui sont aussi en jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un laboratoire pharmaceutique est coté en bourse, son objectif n'est pas forcément de trouver un médicament pas cher qui soigne tout le monde, durablement. Donc, c'est difficile de s'implanter en proposant une médecine, disons, Hippocrate a déjà été viré une fois, c'est difficile de faire rentrer son cousin qui s'appelle Chipo à la place, mais à mon avis, la possibilité, elle vient justement des usagers de santé. C'est-à-dire que par le haut, on ne convaincra jamais. Je me rappelle d'une bande dessinée où on voyait un chaman qui était en train de jouer au golf dans ça s'appelait La Tribu Terrible. Il était en train de jouer au golf, c'était le sorcier du village. Puis il y a un jeune indien qui dit je m'intéresse beaucoup à la médecine, je voudrais travailler avec vous, j'ai trouvé une plante qui soigne plein de choses pour pas cher. L'autre dit non, t'as encore beaucoup trop à apprendre. Et puis il continue à jouer au golf. Voilà, on est une époque, enfin faut relire Knock. Ou le revoir. Vous voyez bien, voilà, on est avec des masques en ce moment, on ne sait pas exactement si c'est légitime ou pas, et donc c'est difficile, à la limite, si on tient un discours qui va essayer d'être juste nuancé, parce que les Chinois ont inventé le principe vaccinal, donc on n'a pas de problème avec ça. Mais si on essaie d'être nuancé dans l'approche des choses, tout de suite, ça devient compliqué. Je pense que ça vient de l'éducation des usagers de santé qui ont peut-être, à un moment, assez de se dire « je prends des traitements à vie ». On me prend une fois la tension, elle est trop forte, et on me dit que je vais prendre un truc jusqu'à la fin de mes jours. Wow. Voilà. Il y a un moment où, peut-être, à force de faire appel à la raison, parce que quand même, c'est une question de santé. Donc ça peut toucher les gens. Donc effectivement, on fait juste le modeste pari qu'en faisant de l'information sur la santé, peut-être à un moment les gens, ou même les soignants eux-mêmes, enfin c'est ce qu'on voit, se disent mais attends, qu'est-ce que j'apprends là, il y a quelque chose qui ne va plus. Je sais que l'éducation est de plus en plus basée sur la mémorisation et recracher des choses plutôt que de réfléchir, mais il y a un moment quand même, il faut réutiliser le cerveau qu'on a au bout de la moelle épinière, quoi. Hein ? Vous, dans votre expérience, est-ce que vous savez de physiologie ? Comment fonctionne l'acupuncture ? Oui, on sait comment fonctionne l'acupuncture. En médecine chinoise, on peut l'expliquer d'une certaine manière, que comprennent généralement, par exemple, les naturalistes et les physiciens, mais par exemple, expliquer ça à un neurologue ou quelqu'un qui fait de la biologie moléculaire, c'est un peu plus limité. Donc si on veut expliquer le fonctionnement d'un système à l'aune de quelque chose qui n'a pas toutes les clés pour le saisir, c'est plus difficile. On va vouloir, Saint Thomas, enfin je sais pas, mais on va vouloir mettre des traceurs radioactifs, suivre, voir s'il y a des courants, des tracés, etc. Le fonctionnement est pas... Enfin, il est expliqué, mais là, ça serait un peu long de l'expliquer comme ça, donc ça va être trop court ou trop long. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des fleuves qui nous parcourent, des rivières, donc ça s'appelle des artères, ça s'appelle des veines, ça s'appelle des vénules, des capillaires. On a un système, c'est un arbre vasculaire à l'intérieur du corps. On a un sang qui circule sans discontinuer, parce que s'il s'arrête, c'est que c'est pas bon. Donc le sang, il ne doit pas s'arrêter dans le corps. Et si le sang circule, c'est qu'il y a du courant. Dans la rivière, il y a du courant. Le courant, ça s'appelle du chi. Ça ne se voit pas, mais c'est l'eau qui bouge. Donc, et c'est ça que les gens sentent. Et on met une centrale sur un fleuve et on tire de l'électricité. Donc le courant, c'est quelque chose de puissant. Simplement, on a une géographie du corps qui, à certains endroits, il y a des croisements, à certains endroits, il y a des vortex, comme quand il y a des tourbillons, des marmites qui se forment dans une rivière. Et là, à cet endroit-là, il y a une action possible, comme on mettrait des écluses ou des choses comme ça. Enfin, je simplifie un peu l'idée, mais en fait, on est sur un système fluvial, un système d'irrigation, avec des portes, avec des vannes. C'est pas que ça, parce qu'en fait, la combinaison des points, comme pour les plantes, provoque des réactions différentes. Donc c'est un peu plus complexe que ça.
mais ça fait beaucoup d'explications. Je veux dire, on fait un seul point, il va avoir une certaine action. Par exemple, celui-là, il va clarifier un peu la chaleur dans le corps, il va baisser un peu la fièvre. Si on le combine avec celui-là, il va agir sur le visage. Si on le combine avec celui-là, il va redresser les cervicales. Si on le combine avec celui-là, il va nettoyer le sang, etc. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tout seul, tu sais faire telle chose. Si on te met avec cette personne-là, vous allez faire de la cuisine. Si tu fais avec cette personne-là, vous allez faire de la peinture. Ça révèle des facettes de nous-mêmes différentes selon avec qui on travaille. Donc on étudie les associations de points comme on étudie les associations de plantes. Parce que le corps a une intelligence globale et il comprend ce qu'on veut faire. Mais ça aussi, il a fallu des siècles pour étudier tous ces circuits et toutes ces connexions qui fait que tu appuies sur ce bouton-là, ça s'allume là-bas, etc. Quoi. Merci beaucoup. Merci.